Hey, what's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, Yellow Seat Podcast, le podcast le plus diversifié pour les hustlers et entrepreneurs au Québec. On est bilingue. Et ma prochaine invitée, je vous présente Ariane Tonka. Ariane Tonka, dans le fond, je l'ai connue il y a longtemps. C'était une entrepreneur influenceur. Maintenant, elle travaille chez GFL. Dans le fond, c'est juste pour rire, mais en anglophone. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Mais tout d'abord, elle nous raconte son histoire d'entrepreneur, comment elle a vécu, puis comment elle est devenue salariée, parce que je trouve ça super pertinent et fascinant, comment tu fais vraiment cette transition-là. Ensuite, on parle de la programmation, une nouvelle programmation exclusive ici. Il y a aussi le podcast de c'est quoi le ZooFest, juste pour rire, just for laugh, mais qui va se passer cet été. Vous allez voir, c'est super dynamique. Shout-out à Flotico aussi, parce qu'il va y avoir un stage aussi pour les Latinos. Il va y avoir beaucoup de diversification, des podcasts et tout plein de choses. Donc, je veux que vous écoutez ça, parce que vous allez voir cet été, durant juillet, ça va être chaud à Montréal pour GFL. Et finalement, on parle de l'importance de l'authenticité comme influenceur. Ariane étant une ancienne influenceur, donc elle nous a parlé de qu'est-ce qui marchait pour elle, puis qu'est-ce qui pourrait marcher pour d'autres. Comment s'influencer, comment vraiment vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliers d'abonnés pour être cool. Vous pouvez être cool par être vous-même, en étant vous-même, my bad. Donc, vous êtes prêts pour ce super épisode avec Ariane Tonka. Let's go! Hey, what's up, guys? Ma prochaine invitée, vous le savez déjà, directement de Juste pour rire, Ariane Tonka. Yes! Tu es gestionnaire de programmation, c'est dans l'équipe de programmation pour Juste pour rire. JFL, en fait. JFL. Le côté anglophone Anglo en plus. de Just for Last. Ha, ha, ha. Oui, exact. C'est ça. Bang. Bon, c'est fait. Yeah, exactement. On a brisé, gars, j'ai compris. Merci, suivez-nous, n'oubliez pas. Hey, merci d'être venu ici pour notre deuxième interaction qu'on fait sur caméra. Maintenant, on est en personne. Oui, ça me fait plaisir. Vous avez tellement un beau studio, puis on a tout le temps des beaux chats quand on... Oui, merci. Merci aux invités. Vous amenez de l'action, vous amenez vraiment des belles découvertes. Moi, je suis juste curieux à voir vraiment ce qu'est les personnes, tu sais, que je regarde, je suis des profils des personnes que je connais ou d'autres personnes, tu sais, vraiment, ces personnes-là, on dirait qu'ils ont des choses en commun. J'ai découvert tellement de personnes qu'on était amis sur les médias sociaux. Puis juste parce qu'on se voit aller, mais on ne s'est jamais vu en personne, c'est comme, yo, t'as l'air cool. Ouais. Tu venir parler avec moi devant la caméra. Non, mais c'est cool aussi. Moi, il y a plein de gens qui sont comme mes amis dans la vraie vie, qu'on chill, mais quand ils vont dans les podcasts, j'adore écouter parce que je sais pas leur histoire. Tu sais, je leur demande jamais, genre, raconte-moi ta vie, s'il te plaît. Tu sais. T'as le parle. Ouais, exactement. Parle-moi de ça. Ouais. C'est un bon point, ça. Mais moi, j'ai pas d'amis qui font des podcasts. Des amis proches. J'en avais un de mes boys au début Yellow Seat. J'aimais ça à l'intérieur, juste drôle. Mais oui, mais il y a du monde, moi, comme mes amis qui me font le plus rire, là, c'est du monde qui sont pas à l'aise, tu sais, comme devant la caméra ou quelque chose, mais moi, je les écouterais parler toute la journée, là, genre, comme toutes leurs histoires sont captivantes, là, tu sais. Ouais. Mais ça, exactement, ça pour tout le monde. Fait que toi, maintenant, t'es rendu dans le monde de la comédie, de l'humour. Oui, de l'humour. Juste avant, comme ça, regarde, moi, quand je t'ai connu, guys, petite introduction de moi à Ariane, personnellement. Quand je t'ai connu, j'ai vu ton profil. Ça, c'était dans mes débuts marketing. Ça fait longtemps. Début, je venais de lancer mon agence marketing, RM Strategy. Toujours là. Puis, t'avais Overgrind. T'étais genre social media manager, gestionnaire, influenceur aussi. Je trouvais ça cool, surtout moi qui cherchais de l'inspiration. Comment je peux faire certains trucs marketing, médias sociaux, malgré que j'étais plus marketing. Là est venue la connexion que j'ai faite avec toi. J'ai toujours aimé ce que tu faisais. C'est cool de te voir ici maintenant, cette évolution exactement que tu es allé de entrepreneur, étant une chaîne de hustlers entrepreneurs, mais maintenant tu es rendu back aux salariés. Yeah. Je pense il doit y avoir eu quelque chose, j'ai des curiosités. Vu que je te suis depuis longtemps, je pense que j'ai vu certaines évolutions. Je pourrais poser des questions à ce sujet-là. Mais comment tu trouves JFL? J'adore ça, pour vrai. Mais c'est drôle que c'est intéressant parce que c'est devenu tellement comme un trend, l'entrepreneuriat. Puis moi, j'ai parti ma business, j'avais 21 ans. On était la première agence de médias sociaux à Montréal. Puis on l'a fait pendant 10 ans. Ça a été un chapitre, genre, tripant, là. Tu sais, je veux dire, puis aussi, on était comme au début de ça. Fait qu'on n'avait pas vraiment de formule à suivre. Tu sais, c'était vraiment comme notre
vibe de comme comment ça fonctionne. Mon associé, lui, avait un background. Moi, j'ai un background de barmaid. Lui, il était DJ promoteur, tu sais. Fait que c'est un peu comme on avait comme cet aspect de street smart en marketing, que les médias sociaux, au début, c'était un peu comme le marketing pour ceux qui n'ont pas de budget marketing, tu sais. Et puis c'est V, right? Oui, exact. Donc, on faisait les médias sociaux justement pour comme beaucoup les bars. Au début, on faisait comme Buonanotte, Ballroom à l'époque. Tokyo, évidemment, c'était comme mon bébé. C'est ton spot, hein? Puis de là, c'est parti. Puis finalement, on a eu les clients, les plus gros clients au Canada. Là, on avait BRP, Thai Express. On a vraiment touché à tout. Puis tu sais, ça a été un chapitre super le fun. J'ai tellement appris de choses. Mais moi, tout le long, j'ai jamais été la fille qui est comme « Soyez entrepreneur, vous êtes cave ». Tu sais, comme c'est vraiment pas mon mindset parce que être entrepreneur, c'est pas parce que t'aimes prendre des photos puis faire comme des médias sociaux que t'aimes avoir une business. C'est pas parce que t'aimes cuisiner que tu vas même avoir un restaurant. Tu sais, c'est vraiment complètement autre chose, être entrepreneur. Tu gères des gens, tu gères des personnalités. Tu sais, oui, t'es à ton compte, mais c'est comme si t'as 20 clients puis c'est eux tes boss, là. Tu sais, puis tu veux faire plaisir à tout le monde. Puis après, il y a des moments où est-ce que je me disais, si seulement je travaillerais pour une compagnie, je pourrais peut-être avoir plus d'impact qu'essayer d'avoir tellement d'impact pour tous mes clients où est-ce qu'à quelque part, t'es limité d'une certaine façon, puis je suis pas à l'intérieur. Mais tu sais, c'est quelque chose des fois qui me parlait, mais en même temps, j'aimais vraiment l'opportunité. Tu sais, j'ai tellement de gens qui ont travaillé pour moi, qui ont maintenant des super beaux postes, que ce soit dans le marketing numérique, dans le marketing en général. Tu sais, ça a été vraiment... Oui, ça a vraiment été un bel espace comme de croissance pour tout le monde. Mais bref, moi, j'ai tout le temps été fan d'humour. J'écoutais Howard Stern tous les jours, tous les podcasts d'humour. Tu sais, j'adore écouter les histoires des humoristes qui chillent au Comedy Store, puis au Cellar, puis genre... J'ai tout le temps trippé là-dessus. Puis, à force en vieillissant, on parlait, tu arrives dans ta trentaine, puis tu commences à questionner, genre, OK, c'est quoi mes buts? Mais aussi, est-ce que mes buts, ils sont comme authentiques à moi ou est-ce que c'est l'ego, tu sais, à quelque part? Puis là, comme je battlais ça, puis j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'aime que je fais dans mon entreprise. Est-ce que j'aime être girl boss, puis tout le monde est comme, t'es girl boss, t'es tellement cool. C'est ça que j'aime le moins. Même que ça me gosse. Genre que parce que je suis comme... Après, les gens, ils comme t'admirent pour les mauvaises raisons un peu parce qu'après, ils sont comme, moi aussi, je veux faire ça. Mais je suis comme, mais c'est tellement plus... C'est dans un trend. C'est pas que c'est difficile t'es pas capable. Mais oui, le fait que c'est un trend, c'était pas un trend quand j'ai commencé. Mes parents voulaient pas que je sois entrepreneur. Ils haïssaient ça. Ils m'envoyaient tout le temps des jobs. Genre... Puis aussi, en tant que quelqu'un qui essayait d'avoir des employés, c'était là à te promener puis à dire, c'est loser est un employé. Puis après, tu veux que du monde travaille pour toi, ça marche pas, là, tu sais. Ouais, puis, ça, on le voit. Quand on avait des employés qui se questionnaient, mon associé était vraiment bon aussi à avoir des conversations avec eux. Si tu cherches le bonheur dans ta job, tu vas trouver ça dur. Il faut que tu trouves à l'intérieur qu'est-ce qui te rend heureux, puis d'avoir ces conversations-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, on se fait tellement challenger en regardant TikTok, tout ça, que si t'es pas entrepreneur, comme tu gâches ta vie. Moi, je trouve qu'il faut l'essayer. Comme pour savoir que tu es capable de le faire. Sont curieux, ouais. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait. On était super successful. Tu sais, quand on a décidé qu'on tournait la page, j'avais le plus de clients que j'ai jamais eu. Tu sais, ça allait super bien dans la business. Tu sais, le COVID nous a fait un peu mal, mais après, c'est comme reparti full force. Mais ça a vraiment cliqué dans ma tête un moment donné que je suis comme, cette business-là va jamais fonctionner si c'est pas moi qui est à la tête de la business. Tu sais, c'est ça qui est tough avec une business de service. Puis moi, j'avais déjà touché à tout autour de cette business-là. Fait que j'étais comme, comment je vais faire pour me challenger encore, pour grandir? Tu sais, j'ai eu tous les clients, j'ai fait toutes les campagnes d'influenceurs, mais qu'est-ce qui me parle vraiment? Puis là, c'est de là que je me suis dit, moi, ce que j'adore le plus de cette compagnie-là, c'est pas l'ego d'être girl boss, c'est pouvoir donner des opportunités à des talents. Okay. Tu voyais plus côté humain autour de toi, exact. Plus que vraiment c'est comme une de nos premières campagnes à 66 Agency, qui était mon agence d'influenceurs. C'était avec Jagermeister. Puis à l'époque, on disait même pas le mot influenceur. Ils voulaient juste faire quelque chose, tu sais. Puis il y avait eu l'idée d'une campagne Masters of their Craft, Meisters, là, le mot Jagermeister. Puis ils nous avaient laissé sélectionner juste des gens comme... Cool. Comme juste du monde que je trouvais... Tu sais, à l'époque, on avait casté Nadé, qui était comme une chanteuse. Tu sais, c'était pas Occupation Double. Tu sais, c'était vraiment moi, je la trouvais incroyable. Je trouvais qu'elle avait tellement de charisme et de talent, cette fille-là. On avait casté elle. On avait casté quelqu'un qui faisait comme des ongles, mais d'une façon comme vraiment cool. Puis elle avait fait quelque chose avec les bouteilles. Tu sais, c'était vraiment prendre des créatifs pour qu'ils créent quelque chose de créatif pour des brands. Puis le résultat était comme épatant. Puis je te dirais qu'over time, les brands sont devenus vraiment focus sur le ROI, tu sais, qui est normal. Tu as perdu vraiment l'essence de
pourquoi on le fait. Oui, un peu moins dans comme on crée quelque chose de le fun ensemble, puis plus comme on veut l'influenceur qui va avoir le plus de clics. Fait dans le fond, ouais, exactement, ça devient du clickbait, genre, puis du clout. Puis, tu sais, on avait des bons résultats, puis tout, mais niveau storytelling, j'étais comme, ça me manquait de créer quelque chose avec des gens. Guys, je vais prendre 1 minute, donner un gros shout-out à tous nos abonnés. Vous êtes une grande famille pour vous. J'adore vraiment me promener maintenant, puis quelqu'un vient me serrer la main, me disant que yo, c'est super cool, qu'est-ce que tu fais? Puis tout ça parce que vous vous abonnez. Plus vous abonnez, plus on partage, plus il y a l'amour. Il y a l'amour de toutes sortes. Donc, c'est ça qui se passe, guys. On est partout. Donc, vous voyez sur YouTube, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. TikTok, vous allez voir sur Instagram, sur Apple, sur Spotify, sur Facebook. On est parfois sur LinkedIn. On est dans toutes les plateformes. Abonnez-vous parce que c'est une grande famille. Il y a aussi Podcast et aussi Black Box. Donc, n'oubliez pas, on a tout plein de partenaires. Abonnez-vous, puis vous allez voir, on va continuer à grossir ça. Tu as dit quelque chose d'intéressant, storytelling, parce que, tu sais, moi aussi, dans ce business-là, maintenant, nouvellement du podcast, c'est comme, même gérer un studio de podcast, c'est quoi ce business-là? Ça n'existe pas avant. Ouais. Fait que les relations que je bâtis avec les brands aussi, j'ai réalisé quelque chose où est-ce que je voulais aller trop vite pour aller faire des chiffres, des trucs comme ça. Puis ça comme, j'ai pas aimé l'expérience. Ouais. Et même autant pour le client, c'était bizarre. Mais du moment que tu as dit storytelling, c'est exactement ça que je veux incorporer, vraiment la relation. Puis c'est ça que j'ai remarqué dans le game de podcast, que peut-être tu vas avoir peut-être des liens avec ce que tu faisais, mais je trouve que dans du podcast, vu qu'on est là régulièrement, tu racontes une histoire avec ton partenaire, par exemple, ton brand. Bien, je pense qu'avec les podcasts, c'est la consistency. Tu sais, comme le fait que tu postes toutes les semaines, c'est comme on chill avec toi chaque semaine. Fait que, tu sais, même avec JFL, on book des podcasts live, puis comme Giggly Squad, c'est un exemple, ça fait 2 ans que ça existe, puis ils sell out en 1 semaine, là, partout à travers l'Amérique du Nord, là, parce que c'est comme si c'était tes amis. Tu sais, c'est vraiment, you're rooting for them, tu veux faire partie. Ah non, puis on a vraiment là, plein d'exemples comme ça. Mais je pense que quand tu parles avec des entreprises, une chose qui était notre plus grosse force à Overground, c'est we would educate the client. C'est comme vraiment une grosse job d'éduquer à qu'est-ce qu'on va faire pour vous. Parce que je trouve qu'il y a énormément de compagnies qui sont bons en vente, puis ils closent les contrats, mais tu réalises que le client ne comprend pas ce que la compagnie fait pour eux, puis éventuellement, tout part en feu, genre, puis ils sont comme ça, pas de résultats, ça donne rien, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait une bonne job à manage expectations, puis expliquer ce qu'ils allaient faire. Fait que ça, c'est une partie. Je pense que l'éducation, c'est tellement important quand tu veux pitch quelque chose. Mais après, l'autre côté, quand ça vient avec des sponsors, puis tout ça, de plus en plus, où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, maintenant, en humour, par exemple, tu sais, j'étais productrice d'un show d'humour avant d'être chez JFL. C'est pas assez pour un brand de dire « je vais mettre ton logo en arrière ». Tu sais, ils sont comme « je veux faire partie de l'histoire ». Exactement. Je veux que tu parles de moi dans le contexte de ce que tu fais. Donc maintenant, dans la formule podcast, c'est super, tu sais, parce que tu l'incorpores dans comment tu l'utilises tous les jours, ou que ce soit de faire du storytelling comme d'utiliser des humoristes qui font des sketchs, genre, on va dire comme un Trevor Wallace qui fait les bros, genre de White Claw. Puis là, White Claw travaille avec lui. Mais là, c'est un win-win parce que là, c'est comme si tu me donnes du contenu que j'ai envie d'écouter, mais c'est une pub, mais je suis pas fâchée parce que c'est du contenu que j'ai le goût d'écouter. C'est interactif. Exact. C'est super cool parce que, moi, mon histoire, c'est Rosemont, par exemple. Eux, c'est depuis le début qu'ils sont avec nous. Ça fait 3 ans que le podcast existe. Ça fait 3 ans que ils nous back. Puis justement, ça que j'ai appris, une belle leçon, c'est que on a bâti une relation, puis on a rencontré une histoire comment on a commencé au sous-sol. Maintenant, on est rendu ici au 4e étage. On est rendu dans un studio. Ouais, j'ai pris l'ascenseur, là, venez aussi. Là, il faut manquer ça, là. Mettre un petit bar Rosemont à l'ascenseur. Tu vois, l'expérience, elle commence là. Puis ça, c'est exactement ce que j'ai appris, c'est bâtir des expériences en bâtissant des relations. Puis le plus tu incorpores ça, le plus vraiment le monde embarque dans l'histoire. Je suis comme, oh, c'est nice. Puis la marque maintenant est rendue, fait des festivals, des événements un peu partout. Le monde l'achète, le monde consomme, le monde raconte l'histoire. J'ai remarqué, je suis comme un ambassadeur deep. Ouais. Je suis allé chez un ami, puis il avait acheté du Rose Bowl justement pour pas qu'il se sente comme yo, le Rose Bowl. Oh, j'adore ça. Tu te sens comme. Oh shit. C'est comme, j'ai un impact, j'adore ça. Non, drôle. mais c'est vrai aussi quand tu travailles avec des marques, puis tu sais comment ils se sentent par rapport à certaines choses. C'est comme, c'est un good feeling de voir qu'ils font partie d'un événement ou quelque chose comme ça. Parce que c'est comme, tu sais, c'est leur stamp of approval dans le fond, que c'est comme ça, je respecte ça, je trouve ça cool, tu sais. Puis ça va des deux sens. Après, les gens, quand ils achètent le produit, ils sont comme, ah, OK, ça, c'est quelqu'un qui care, puis qui veut être représenté par ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est comme Rosemont, comme dans nos annonces, dans nos ads, surtout dans la conversation qu'on fait, on a intitulé le lubrifiant social. Ah!
Après un verre, 2 verres, tu socialises. Selon tes saveurs, puis il y en a plein. Ouais. Fait que c'est super cool. Fait que tu as mentionné quelque chose de super cool, tu sais, vraiment que c'est ça qui m'a pris l'attention. Tu sais, JFL, là, quand je suis allé à ZooFest, à la conférence de presse, je voyais que tu sais, des noms de podcasts, je suis comme, oh shit, c'est intéressant. Maintenant, tu sais, vraiment, ce genre de programmation, toi, tu fais partie de ça. Tu sais, j'ai remarqué un peu les nouveautés. C'est quoi? Tu sais, je vois une transformation, tu sais, vraiment d'image. C'est quoi, tu sais, vraiment que JFL veut essayer d'incorporer maintenant en ayant des podcasts ou peut-être d'autres trucs genre d'humour? Bien, je te dirais qu'en fait, tu sais, JFL, ça existe depuis 41 ans. C'est le plus gros festival d'humour au monde. C'est une chose parce qu'à Montréal, on est comme, ah ouais, JFL, hein. On a plein de festivals. Puis c'est comme, non, mais quand tu es à Los Angeles puis que tu parles de JFL, le monde sont comme, oh my God. Tu sais, c'est très, très cool. Prestigieux. Puis ils font énormément de choses depuis 41 ans, mais c'est comme si les messages se sont perdus à quelque part. Tu sais, que les gens vont être comme, ah, je connais les gags, je connais les galas. Mais ils ne savent pas tout ce que JFL fait. Puis je pense que d'incorporer les nouveaux médias, les nouvelles choses qui se font en humour, c'est vraiment une façon de s'assurer que les prochaines générations, they care avec JFL, parce qu'on a une façon différente maintenant de consommer l'humour qu'on avait avant aussi. T'sais, comme je te dis, moi, j'écoutais beaucoup Howard Stern. Moi, j'ai toujours aimé le long form, comme les podcasts, parce que, oui, j'aime l'humour comme « haha, il a dit une blague », mais j'adore, je trouve que les humoristes, leur job, dans le fond, c'est d'être très vulnérables on stage, justement, puis de partager leur sort, puis toi, tu connectes avec eux. Fait que comme le format podcast, il s'attache tellement bien à l'humour, parce que c'est pas drôle tout le long, là, quand tu écoutes un podcast d'humoriste. Tu sais, des fois, c'est ceux qui sont comme... Je n'écoutais un hier, justement, puis il parle, le gars, de son alcoolisme, puis après, il tourne ça, puis il parle de d'autres choses, puis comme il y a des bouts drôles, mais dans le fond, tout se rattache ensemble pour que tu tombes un peu en amour avec cette personne-là, puis tu veux supporter sa carrière, tu sais, parce que tu l'écoutes toutes les semaines, tu as l'impression qu'il fait partie de ton parcours aussi, tu sais. Moi, c'est Flagrant. Flagrant? Je suis gros fan fini Flagrant. Mais ce qui est drôle aussi maintenant, c'est qu'il y a tellement de niches. Tu sais, avant, tu nommais un gros humoriste, puis là, t'es comme, OK, on a telle personne, une tante, Kevin Hart, tout le monde capote. Mais maintenant, il y a tellement de niches de contenu. Tu sais, comme même la musique. Avant, on écoutait tout le top 10 de c'est quoi, tu sais, on va dire. Maintenant, genre, t'as certaines personnes que tu vas connecter parce que vous écoutez les mêmes choses, mais en général, la plupart de tes amis, vous écoutez des choses différentes parce qu'on c'est tellement rendu comme particulier, tu sais. Donc maintenant, il faut vraiment, avec un festival, qu'on s'assure qu'on a quelque chose pour tout le monde. Mais ce qui est tough aussi, est-ce qu'on est à Montréal, tu sais, est-ce que le monde montréalais, they care, comme du gros contenu américain qui pop aux États-Unis. Fait que c'est vraiment, comme on dirait, une danse de mettre un peu de quelque chose pour tout le monde, autant du contenu divers, tu sais, qu'on veut que ça parle à la communauté queer, on veut que ça parle à la communauté latino. Comme je te disais, on a une journée de programmation qu'on a bookée Flotico, excuse-moi, Flotico, qui est local, on leur a donné la grosse scène pour faire genre un gros party au centre-ville, qui est un show gratuit. Puis le même jour, on a booké Carlos Vallarta, qui est un humoriste qui fait un set en espagnol au complet. Puis on n'a jamais fait ça avant. T'sais. Yo, ça, j'apprécie vraiment cette initiative, tu sais, vraiment de JFL de faire des trucs comme ça, parce qu'en ce moment, la communauté latine, elle est forte. Puis je suis content que tu en parles parce que comme ça, je veux que ça le propageait à les communautés que nous autres, on a aussi, qu'on est en train de bâtir, qu'on a. Mais c'est tough aussi parce que, tu sais, comme on a les gros fans de JFL qui sont depuis 40 ans qui sont au courant. Donc, tu sais, qui vont comme au Nasty Show chaque année, qui vont à For the Culture, qui est comme un show avec un line-up multiethnique de comédiens de tous les âges, tout ça, qui est vraiment cool aussi. Mais quand on fait de la programmation qu'on veut parler à tout le monde, mais après, il faut qu'on s'assure que la communauté est au courant, parce que s'ils ne regardent pas habituellement le line-up, ben, ils ne savent pas qu'on a cette programmation-là. Fait que ça, c'est un truc aussi qui est important pour moi, c'est de m'assurer que la communauté montréalaise, comme les gens qui ont des podcasts, les gens qui travaillent fort pour créer du contenu sur les médias sociaux, on les incorpore dans notre monde, que ce soit les invités à nos événements, que ce soit qu'ils fassent du contenu live sur le festival, pour être sûr que c'est pas juste un festival d'humour qui vient à Montréal, c'est comme c'est Montréal qui représente l'humour. Mais tu sais, comme regarde, nous, on a un catalogue de podcasts ici au Black Box, puis un podcast que l'année prochaine, je voudrais voir là, nos collègues, les Chroniques des alcooliques, LCDA, ça, c'est hilarant. C'est un podcast humoristique, mais tu vois, tu chill avec les boys. Justement, on enregistre eux après moi. Très cool. Fait que, si tu veux rester un peu, voir un peu ce que ça donne, mais comme tu vas voir, moi, je vois ça quand j'ai vu ça, tu sais, vraiment, au ZooFest, je suis comme, oh. Fait que j'ai dit aux boys, j'ai écrit comme, yo, l'année prochaine, yo, vous devez être là.
Mais tu sais, au ça va début, être on se très dit, nice, là. qui va vouloir aller voir en live un podcast? Tu sais, avoue, il y a comme le mindset. Puis là, après, un peu, le COVID a comme fait, ben tu vois bien que le monde, ils sont down, là, tu sais, parce que c'est comme un chilling de sous-sol, dans le fond, Oui. là, tu sais, oui, tu les écoutes parler, puis bon, il y en a dans l'audience, des fois, ils veulent participer, puis on n'est pas down, là, mais ça dépend des cas, là. Mais je pense que c'est justement, tu as l'impression de faire partie de quelque chose, puis tu sais, on parlait plutôt, tu sais, comme du nightlife. Tu sais, maintenant, il y a toutes sortes de façons de s'entertain, puis les gens, ils veulent juste se retrouver avec du monde qui leur ressemble, puis tout ça. Fait qu'il y a des podcasts live. C'est drôle parce que dans certains cas, il y a des humoristes que leur podcast vend plus de billets qu'ils vendent de billets en tant qu'humoriste parce que les gens aiment quand la personne est dans un vibe spontané. Tu sais, tu vois beaucoup maintenant sur les médias sociaux, le crowd work, ça explose au bout, là, les humoristes qui parlent directement avec l'audience. Parce que les gens, on dirait qu'on a envie de vivre quelque chose d'unique. Tu sais, on n'a pas nécessairement le goût d'écouter quelque chose qui est comme rehearsed, puis qu'on a écouté, comme on t'a vu déjà la même joke 1000 fois. Puis tu sais, comme on veut voir qu'il arrive quelque chose de spontané, qu'on est comme, j'ai vécu quelque chose ce soir que personne d'autre. Puis je pense que l'élément de podcast, c'est tout spontané. Tu sais, autant tu as des directions dans lesquelles tu vas aller avec ta conversation. On s'entend que tu sais pas de quoi vous allez parler. Fait qu'il y a ce côté-là. Puis ensuite, avec le crowd work, puis on parlait, je t'ai invité à ZooFest Off JFL. Moi, ce que je trouve vraiment trippant de Off JFL, c'est qu'en tant que fan d'humour, moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment comme les circuits d'aller à New York puis de faire le tour des comedy bars puis que tu vois comme tous les humoristes possibles faire genre un set de 10 minutes. Là, comme une seconde, t'as un nouveau que t'as jamais vu. Après, t'as Jerry Seinfeld. Après, t'as Dave Chappelle. Tu sais pas qui va show up. Là. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est même à Montréal, quand ça arrive, ces événements, tu peux les croiser dans la rue, s'en vont au prochain bar. Là. C'est fou, là. C'est fou. C'est nice, une belle ambiance. Puis tu peux pas vraiment vivre ça à moins d'aller à Los Angeles, à moins d'aller à New York. Mais pendant les 2 semaines du festival, surtout la 2e semaine, on a des shows comme Best of the Fest où est-ce que toutes nos vedettes vont pratiquer leur gala, donc pour la télé. Donc tu peux pogner n'importe qui dans le line-up du festival peut se pointer au show. Midnight Surprise, qui est quelque chose de similaire. Mais on a aussi des shows créés. Tu sais, c'est comme des concepts. Là. Tu sais, par exemple, on a le Low Key Comedy Show, qui était le show sur lequel je travaillais avant, où est-ce que c'est un line-up de plusieurs humoristes, mais entre chaque, ils riffent puis ils niaisent ensemble. Fait que tu vis quelque chose vraiment de spontané. Fait que moi, ce que je trouve vraiment cool de Off JFL, c'est que ça donne ce vibe. C'est toutes des petites venues qui a comme 400 personnes et moins. C'est vraiment plus intime, vraiment plus tu fais partie du show. Tu sais, l'année passée, on avait un show à minuit. Puis c'était tellement drôle. Il parlait avec l'audience, mais c'était vraiment comme si on était toutes là dans un house party puis qu'il y avait des humoristes là. Tu sais, c'était vraiment ça le vibe. Fait que, non, je trouve ça vraiment le fun. Puis dans Off JFL, on book des trucs comme Lucas Bros, qu'on a vu dans 21 Jump Street. Tu sais, du monde qui sont plus low-key, mais qui aiment ça comme ça. Là, mais tu sais, avoir des podcasts américains, je trouve que ça pourrait avoir le même effet qu'avoir des comédiens genre internationaux qui viennent ici. Tu sais, je pense cette année, la headliner, c'est Amy Wong. Ali Wong, on a Anthony Jeselnik aussi, qui est vraiment big là, avec son dark humor. Sam Morrill aussi, qui est comme qui il y en a une couple de noms que j'ai pas reconnus, mais j'en ai une couple qu'elle, c'est gage. Ben oui, c'est sûr, avec Beef, là, elle a vraiment explosé cette année. Là. Même durant la pandémie, c'est des trucs qu'elle a... Donc, il y a des concours, comme par exemple, il y a un concours de pitch que tu peux pitch ton idée de télé ou de film. Puis il y a les execs qui t'écoutent, puis tu as la chance de faire ça. Ensuite, tu as un gala, donc un award show, qui est, par exemple, Comedian of the Year. Fait qu'il y a des gros noms qui font peut-être pas de show, mais qui sont à Montréal en même temps du festival. Que les gens, ils savent même pas. Puis ça, ils pourraient se pointer dans un show à minuit que t'étais même pas au courant. Fait que ça, c'est après, là, comme... Faut vraiment, moi, je pense que, tu bookes les gros shows des gens que tu veux vraiment voir, mais tu bookes des billets off JFL, non seulement parce que quand tu prends un passeport, tu peux comme prendre des billets pour des trucs différents, mais va à des shows où est-ce qu'il n'y a pas de line-up. Tu sais, que c'est comme Best of the Fest ou quelque chose comme ça, parce que là, c'est là que tu peux voir c'est comme des gros noms. Là. Easter eggs, ah non, là. c'est vraiment impressionnant, puis c'est comme n'importe qui peut show up. C'est quoi les dates de ça? Tu vas être pendant les 2 semaines ou y a-tu vraiment une date surtout la dernière semaine, là, disons du 22 au 30... Ouais. Là, c'est plus qu'une semaine, là. Je suis pas bien bonne en maths. Là. Mais je te dirais, entre le 26 et le 29, c'est là qu'il y a Comedy Pro. Puis en plus, juste te parler un peu de Comedy Pro, ce que c'est aussi, parce que moi, ça m'a blew me away quand j'ai entendu parler de ça. Donc, on a un programme qui s'appelle New Faces, que ça fait 40 ans que le festival on fait ça. Puis c'est nos scouts, ils vont à travers le monde, à travers les États-Unis, pour trouver ça va être qui les prochains visages de l'humour. Puis on choisit environ 60, donc 10 internationales, je pense 10 Canadiens, 20 Américains. Ensuite, on a comme des créateurs en ligne, on a des characters.
Puis tous les execs qui viennent à Montréal pour les voir. Puis là-dedans, on a eu Pete Davidson, Jimmy Fallon, Ali Wong. C'est tous des gens qui ont été découverts à Montréal. C'est fou l'impact du festival JFL. Ben ça, c'est sûr, ouais. C'est gros, là. Sur le monde des shows que tu vois à la télé. C'est des gens que tu vas voir sur FJFL puis tu n'as jamais entendu parler de leur nom. Dans 5 ans, ils ont leur show, ils ont plein de choses qui se passent, etc. dans leur carrière. Puis New Faces, Saturday Night Live, par exemple, le cast de Saturday Night Live, presque la moitié ont été sélectionnés à New Face. Donc, tu vois un humoriste, puis dans la prochaine année, il va exploser. Là. Fait que c'est quand même très cool. Tu vois-tu des humoristes locaux qui sont dans la mire en ce moment? Donc le Canada. Donc New Faces Canada. Donc, un autre truc avec New Faces, c'est que c'est le plus gros secret. Comme les agents, ils essayent là, de rentrer dans nos courriels, de trouver quelqu'un qui va dire « Moi, je sais même pas c'est qui. » Les New Faces encore, puis le festival est dans 4 semaines. Oh. Fait que c'est comme dernière minute, on book leur vol sous des noms anonymes. C'est super under wrap. Ils viennent de n'importe où. Donc ça, c'est un événement vraiment trippant, mais c'est que c'est vraiment... Les gens peuvent acheter des billets, mais c'est vraiment les execs, ils vont là, puis ils vont découvrir c'est quoi le prochain talent, puis il y en a qui se font offrir des pilotes, puis c'est vraiment excitant. Puis on a Variety 10 aussi, qui est le magazine Variety qui est reconnu. Ils ont une liste de 10 comics to watch que JFL, c'est nous qui choisit ça va être qui cette liste-là. Donc, on a un gros impact là-dessus. La liste vient de sortir. Donc, eux, ils vont venir faire un showcase. Donc, tu vas pouvoir aller voir toutes les 10 comics to watch. Puis c'est vraiment, tu sais, non seulement l'impact local, mais à l'international. Mais en plus, TikTok New Faces Canada, on a plein de shows qui sont typiquement montréalais, typiquement canadiens. Tu sais, on a vraiment un mix and match. Dans Off JFL, tu vas vraiment avoir un mix là, de tout. Puis maintenant, c'est qu'on a des festivals aussi à Montréal, Toronto, Vancouver, Austin, Texas, Londres, Australie. Donc, on s'éparpille là, de plus en plus. Fait que le footprint est de plus en plus gros, fait que les opportunités sont de plus en plus intéressantes. C'est intéressant. Ensuite de ça, guys, prenons un petit moment. Donc, vous savez déjà, Rosemont, le lubrifiant social. Donc, après un verre, tu vois que la conversation commence à être bonne. Après 2 verres, tu commences à rire. Et après 3 verres, regarde, c'est la galère. Guys, mais cet été, c'est Rosemont. Rosemont, il y a beaucoup de prêts à boire à prendre en considération. Il va y avoir du mojito, rum punch, il y a Montreal Mule et margarita en prêt à boire. Donc, festival, party, barbecue, c'est les prêts à boire. Rosemont, allez chercher. Sinon, il va y avoir les rums traditionnels qui sont bons à l'ananas, le rum punch, le épicé, comme cela, vous pouvez le voir ici. Donc, acheter Rosemont, c'est supporter Yellow Sea Podcast. Donc, retournons à notre programmation. Ben, regarde, je pense que c'est super cool comment tu le décris, puis ça va être une belle programmation. Puis toi, éventuellement, comment tu vois ton évolution dans JFL derrière tout ça? Ben écoute, tu fais-tu de la comédie, genre? Non, moi, je suis pas humoriste, mais j'aimerais ça écrire. Okay. Fait que moi, j'ai déjà écrit des shows d'humour, des pilotes, là, comme pour des shows télé. J'aimerais vraiment faire ça. JFL produit, par exemple, Rose Battle. On produit des shows scriptées aussi. Mais, écoute, c'est vraiment, pour moi, c'est comme si j'ai cliqué, OK, j'ai eu ma compagnie, j'ai été capable de bâtir ça. What's next? Puis j'ai vraiment toujours voulu travailler en humour. Fait que j'ai commencé à voyager. Je me suis retrouvée à Los Angeles. J'ai rencontré des humoristes par hasard, on est devenus amis. Puis là, j'ai commencé à produire un show au Comedy Store, qui est le plus gros bar d'humour au monde. Là. Puis j'ai vraiment... C'est un univers dans lequel je me sens extrêmement bien, extrêmement safe, à l'aise. J'adore ça. Mais t'es allée à la source, en plus, à LA, je voyais. Ouais. J'ai vu ton voyage. T'es resté là combien de temps? Je suis restée là 6 mois. 6 mois? Oui, 6 mois. Puis avec le show, on a voyagé aussi. On a fait San Francisco, on a fait New York. Jerry Seinfeld est venu à notre show à New York. Puis ça a été vraiment... Matt Rife était c'est la vedette de notre show qui a explosé là, dans la dernière année. Fait qu'on a... J'ai découvert aussi. C'est hilarant, ce gars-là. Il est vraiment bon. Mais Matt Rife, il fait de l'humour depuis qu'il a 15 ans. Là. Il était dans Wild 'N Out, l'émission à MTV. Oui, c'est vrai. Mais Matt Rife, il a été pass au Comedy Store. Pass, ça veut dire que tu es un régulier, tu es payé quand il avait 16 ans. Oh. C'est fou quand même. Il y a un beau cheminement, mais ce qui est fou, c'est qu'il a fait ça pendant... C'est pas un overnight truc, là. Il fait ça depuis des années, puis ça a vraiment été... L'année passée, il était à JFL avec notre show Low Key, puis il postait sur TikTok, puis il nous montrait hey, ça monte, tu sais. Puis là, il vient de sell out son World Tour en 1 semaine, là. C'est quand même débile, tu sais. Non, c'est un monde qui me parle énormément, mais ce qui est cool, c'est que quand j'ai eu la chance de vivre à LA, de côtoyer ces gens-là, c'est que tout le monde travaille sur plein de projets, puis ça m'a montré, OK, comment tu fais pour écrire un show télé, comment tu pitches ça, qu'est-ce que tu fais avec ça, etc. Mais là, d'être du côté
business aussi. Tu sais, je gère les budgets, j'apprends comment ça fonctionne. La majorité de notre équipe sont à New York et à Los Angeles. Fait que c'est comme si je suis à Montréal où est-ce que je suis vraiment bien pluggée, tu sais, fait que ça me permet d'embarquer des gens locaux comme Flotico. Ça me permet, tu sais, on a Flamingo Spink qui va performer. Tu sais, la scène outdoor, on n'a jamais eu autant d'actes anglophones locaux sur le stage. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de partager ça avec tout le monde. Mais ça me permet d'être comme la personne qui connaît ce qui se passe ici, mais en même temps, de travailler à l'étranger. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si ce que je fais dans mon day-to-day, toute mon équipe est un peu partout aux États-Unis, puis on travaille sur plusieurs projets. Stage. Mais je suis chez nous. Le bureau est là-bas, puis le stage est exact. C'est un peu comme ça. Puis en plus, t'es local, t'es chez toi. Fait que dans le fond, t'as accès à... T'as la possibilité d'aller vraiment dans les autres. Exact. Fait que là, je suis en mode d'apprentissage, mais j'aime vraiment ça. Le poste en programmation, mais ce qui est cool aussi, c'est qu'ils sont super intéressés par ce que je connais des créateurs puis par mes idées. Donc, j'essaie de plus en plus d'incorporer des créateurs, pas nécessairement dans la programmation, mais dans le storytelling du festival. Tu sais, c'est pas nécessairement « Ah, il y a un gars qui est bon à faire des interviews, on va le mettre sur un one-man show. » Tu sais, c'est pas nécessairement ça. Ouais. C'est comme comment on donne des opportunités qui sont en ligne avec ce que cette personne-là fait, qui fait du sens. Tu sais, fait que c'est un peu ça, on travaille vraiment fort là-dessus aussi. J'ai hâte de voir l'impact qu'on va avoir cet été dans 4 semaines, mais c'est sûr que c'est un projet qu'on regarde vraiment à long terme. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Admettons, toute cette incorporation que tu viens de mentionner, c'est comme une première. C'est un pilote, là. Pilote, OK, ça, c'est le pilote. Oui. OK. Ouais. Intéressant. Ouf. Ouais, ben, tu sais, justement, quand j'ai vu ça, pour moi, je disais comme, oh, wow, dans le monde des podcasts, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer? Tu sais, OK, je vois que ça se passe, là, on va réussir le pilote, puis l'année prochaine. Ça aide aussi. Je pense que JFL, c'est intéressant pour comprendre pour un artiste, c'est quoi mon path? C'est quoi les options? C'est que des fois, tu es comme justement, tu regardes, OK, je veux grandir, mais où est-ce que ça s'en va? C'est quoi les opportunités? T'sais, donc, je pense que ça aide justement pour les podcasts de dire, OK, évidemment, j'ai la rémunération avec les sponsors, la rémunération avec les listens et tout ça. Mais ensuite, c'est comme, où est-ce qu'on peut aller avec ça? Puis maintenant, les live shows qui explosent. Parce que JFL, non seulement on a les festivals, on fait aussi les tours avec certains artistes. Là, donc, il y a certains artistes qu'on s'occupe de leur tour au complet à travers le monde, à travers l'Amérique du Nord. Ça a l'air d'un beau poste que tu as. C'était-tu difficile de rentrer là? Ben, en fait, c'est arrivé vraiment d'une façon drôle, comme qui est toute ma vie. Là, c'est drôle parce que ma première job en publicité, j'ai l'impression que j'ai fait comme aucun contact, mais travailler au Tokyo m'a donné le plus de contacts que n'importe quoi. Tu sais, comme dans le day-to-day, tu parlais de ta relation avec un brand, comment tu connectes avec quelqu'un facilement. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui force des relations. Je suis très comme go with the flow, puis j'aime penser que tu es comme un magnet, tu attires ce que tu projettes un peu. Puis je te dirais, quand j'ai décidé, OK, je vais commencer à voyager, j'ai plus ma compagnie, qu'est-ce que je fais? Je me suis retrouvée aux États-Unis, j'ai loué l'appart d'un humoriste. Ça a vraiment commencé comme ça. Puis à partir de là, j'ai rencontré ses amis, puis je me suis retrouvée à produire le show que j'ai produit. Puis, on a amené le show à JFL. Mais l'année passée, quand on a fait le show à Montréal, j'ai même pas rencontré l'équipe. Ça a vraiment tombé qu'on a fait le show à Vancouver. Puis, c'était vraiment comme un genre de moment parfait où est-ce qu'on était prêt à produire le show à Vancouver. Puis moi, je rentre dans l'espace où est-ce qu'on faisait le show. Puis il y a un des gros humoristes sur notre show, Bassem Youssef, qui me saute d'un bras. Puis il est comme « Oh mon Dieu, super content de me voir! » Puis le head de JFL, tu sais, « Ah, c'est qui elle? » Tu sais, comme... Puis le lendemain, ils m'ont demandé d'aller prendre un café. Puis on a parlé, ça a vraiment... On a parlé de plusieurs postes. Puis au début, OK, le premier, ça n'a pas marché. Le deuxième, mais on gardait une belle relation. Puis finalement... Everything happens for a reason. Il y a quelqu'un qui a quitté, puis c'était vraiment, moi, un poste qui me parlait vraiment beaucoup. Je voulais absolument être en programmation, puis here I am. C'est cool, parce que même, je me suis posé des questions, est-ce que je ferais le saut vers un salarié, mais ce serait quoi la position? Puis toi, on dirait que tu as réussi à trouver vraiment une place où est-ce que... Parce que ça a l'air une job très cool, premièrement, regarde, une job très unique. Mais ton day-to-day est intéressant. Tu sais, j'ai un ami qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais au travail? » Je suis comme « On est tout le temps sur des Zooms, puis là, on nomme des noms. » On est comme « Qui serait bon dans le Nasty Show? » Là, on a Mike Ward qui anime, tu sais. Mais c'est vraiment comme ça. On parle de ça pendant 1 heure. Puis là, après, bon, on regarde le budget, ça te dit ça, puis après, on regarde des humoristes ensemble. Puis on regarde du contenu. Tu sais, c'est vraiment... Faut que t'aimes ça. Mais c'était vraiment un beau trip, là, tu sais. Mais même encore là, quand moi, j'avais une entreprise, j'aimais pas l'idée que les gens se faisaient que ça n'existe pas des jobs cool. Tu sais, moi, je regardais, j'avais une belle relation. Je travaillais avec Monster Energy quand j'étais plus jeune. Mais aussi, on a une belle relation comme amicale. Puis c'est une super belle compagnie. Moi, chaque fois que je chillais avec eux, j'avais comme une belle relation. Puis je suis comme, ça a donc l'air le fun de travailler là. Puis ils ont des beaux projets. Tu sais, ça reste que
des grosses boîtes, il y a des projets extravagants qui peuvent t'aider à bring them to life. Tu sais, c'est comme s'il y a personne qui travaille pour les grosses compagnies, comment tu veux changer le monde de l'humour ou changer... Oh, je suis trop proche? Non, c'est correct. Comment tu veux avoir un impact sur ce qui se fait? Tu sais, il en faut des gens dans ce monde-là qui font une différence. Donc j'aime ça un peu toucher à tout. Mais après, tu sais, peut-être je vais faire 10 ans ici, puis après le prochain, j'irai faire autre chose. Je sais pas. À la quarantaine. On verra. Super intéressant. Mais tu sais, c'est une belle histoire. Puis je trouve que, regarde, bon, JFL, je trouve que le progrès, j'ai hâte de voir vraiment. Je suis fier pour les Latinos, Flotico exactement. Oui. Ceux autres sont en train de se démarquer comme groupe. Ils sont incroyables. On a beaucoup de discussions actuellement avec vraiment la communauté latine. Puis je suis fier de voir des trucs comme ça parce qu'on a vraiment un impact, on a vraiment une communauté, on a vraiment un mouvement. Puis c'est des choses qui se convertissent vraiment en succès tangible. Puis on l'a vu dernièrement avec Fuego Fuego. Il y avait 25 000 personnes. Je dirais que 90 c'est de latinos. Ouais. Ça s'est passé super bien. Il y a eu de la chaleur intense aussi. Puis ça a juste allumé tout le monde. Mais de voir vraiment encore là, tu sais, vraiment l'intérêt d'une organisation comme JFL qui s'intéresse avec les latinos, puis avoir du monde à l'intérieur de vous qui, tu sais, vous voyez vraiment la diversification. On en parlait tantôt, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose dans la musique latine, c'est que c'est super rassembleur. Puis je pense qu'il y a vraiment un lien aussi avec la musique puis l'humour. Tu sais, c'est très représentation de la culture et de comment on se sent. C'est très émotionnel. C'est très... Tu sais, donc, je pense que c'est vraiment important. Mais aussi, tu sais, Flotico, ce qu'il crée, c'est tellement cool. Puis c'est humoristique. Puis c'est, tu sais, je veux dire, c'est une performance. En tout cas, le show va être incroyable. Moi, j'ai vu le brief. Là. j'ai vraiment hâte. Là. Puis, tu sais, ils sont venus... au lancement, la conférence de presse, dans leur kit, puis ils ont vraiment là, volé la vedette, là, comme même Russell Peters, il les a mentionnés, là, puis il était comme, vous allez venir à mon show, j'espère. C'est vraiment, vraiment cool parce que c'est, en plus, la communauté latine, obviously, on veut qu'ils se sentent seen dans la programmation, mais c'est au-delà de ça, c'est comme je veux que Flotico en tant que Montréalais, en tant que quelqu'un qui fait vraiment quelque chose d'extraordinaire, on le voit, là, que tous les gens qui viennent à Montréal pour l'événement, qu'est-ce que c'est énormément de touristes et d'Américains, ils voient notre culture, c'est beaucoup plus que ce que tu vois à la place des festivals. Cool. Non, exactement. Puis, regarde, en ce moment, on est comme dans ce mouvement-là. Moi, je le remarque aussi. Où est-ce que, un peu ce podcast-là, je l'ai intitulé vraiment pour la diversification, pour la diversité. C'est pour ça que j'aime avoir du monde de toutes sortes de backgrounds. Puis ça crée un gros melting pot. Puis ça, c'est vraiment un feedback qu'on a. Un gros catalogue de diversité de couleurs. Hier, la semaine dernière, c'était un Côte d'Ivoirien qui était ici. Maintenant, c'est toi, vraiment JFL. La semaine prochaine, c'est qui que j'ai? Un entraîneur de yoga. Ensuite de ça, j'ai un promoteur, un PR qui vient, vraiment, qui est dans toute cette scène-là de Montréal. Puis, voir vraiment qu'il y a encore là cette emphase-là qu'on peut mettre dans la communauté latine. Moi, je mise beaucoup dessus. Je pense, je mise sur notre culture, qu'est-ce que tu dis? J'aime comment tu l'as décrit. C'est une culture rassembleur. Puis comme je pense dis, aussi la culture de Montréal en tant que telle. Je trouve que souvent, les touristes sont comme « Ah, ils sont français! » Ils ont comme une idée tellement limitée de ce que c'est Montréal. Même avec JFL, on parlait beaucoup de booker des DJ. Puis des DJ des États-Unis, puis les amener ici. Puis je pense vraiment que Montréal a les meilleurs DJ. Là, parce qu'on a tellement de diversité que le DJ, il faut qu'il soit capable de jouer pour les Latinos, pour les Haïtiens, pour les Marocains, puis tout le monde triple, c'est comme un melting pot, puis tout le monde se sent vu, puis la musique est incroyable. Pourquoi tu penses que Canada mixe les after-parties du Met, là, comme on est des curators de culture, parce qu'on embrace ça, justement, avec que ça soit bilingue, français-anglais, français-espagnol. L'autre fois, je te demandais, à la plupart des Latinos à Montréal, est-ce qu'ils parlent français plus ou anglais? Puis t'es comme, il y a de tout, tu sais. Puis c'est ça qui rend Montréal tellement exceptionnel, puis c'est vraiment un bel endroit pour que les gens viennent le découvrir. Mais après, on veut s'assurer que quand on a des événements comme des festivals, oui, c'est cool d'amener des gens de l'extérieur, mais de le montrer comment qu'on a une belle culture puis qu'on a des beaux événements. Puis même moi, tu sais, on parlait un peu de nightlife avant, tu sais, je trouve que c'est facile, étant montréalais, de penser « Ah, je connais tout le monde, j'ai tout vu. » Mais non. Il y a tellement de niches, il y a tellement de créneaux, d'intérêts différents. Il y a de tout, là. Fait que dès que tu ouvres ton esprit puis tu es comme, OK, ce soir, je ne vais pas aller où est-ce que je suis habituée, je vais essayer autre chose, ça va ouvrir complètement un autre monde que tu ne connaissais pas, tu sais. Puis je pense que c'est beaucoup à travers la musique, beaucoup à travers l'humour, beaucoup à travers l'entertainment. Tu sais, moi, je suis allée voir des shows d'humour queer seulement, puis genre, j'ai vu du monde tellement drôle avec des histoires tellement différente de ce que j'avais entendu ailleurs, puis je suis juste comme wow, tu sais, la plupart du monde, c'est juste qu'ils n'ont pas de plateforme. On mais là, ça sent bien. Ouais, exactement.
Exactement, je pense que c'est les plateformes, comme tu dis, Ouais. qu'il faut plus de bâtir. Puis Ouais. je suis content vraiment, c'est là qu'on est en train de bâtir autant Ouais. de ce studio-là. Ben Il oui. y a beaucoup de voix là, qui passent par ici, Ben il y a oui. beaucoup de visibilité. Puis comme, guys, vous savez déjà, cet été, c'est chaud, le soleil n'arrête pas de nous refléter ici sur Montréal. Vous devez avoir la meilleure paire de lunettes. Pouf! Ça, c'est la nouvelle collection. Puis il y a un nouveau modèle qui vient de sortir chez iReligion. Comme je vous dis, c'est très simple. C'est différent de comment ça marche, mais c'est simple. Prenez un rendez-vous avec un styliste oculaire. Allez avec des amis, allez avec votre conjoint, votre partenaire, qui vous voulez, votre chien si vous voulez. Il y a des paires pour les chiens aussi. Ça, je ne sais pas, regardez. Je reprends ça. Mais allez avec quelqu'un, puis utilisez le code promo Yellow, puis vous allez voir que c'est comme ça qu'on vous garde, guys, parce que vous êtes les meilleurs abonnés. Donc, styliste oculaire, rendez-vous avec iReligion, code promo Yellow. Donc, retournons à notre programmation. Ben, tu nous fais découvrir justement des talents de toutes sortes. Puis je pense aussi que, tu sais, des fois, c'est ça qui est incroyable des podcasts, c'est que des fois, autour de toi, tu n'as personne à qui tu relates vraiment, ou personne t'encourage dans tes projets, ou tu sais, ils t'encouragent, mais ils ne savent pas trop de quoi tu parles. Mais l'Internet, on s'entend que ça nous ouvre ce monde-là. Puis là, quand tu tombes sur un podcast, sur quelqu'un qui te parle vraiment, puis que tu relates, puis qui il te fait découvrir que, waouh, c'est possible ce cheminement-là, ou tout ça, tu sais, justement, des artistes locaux, il y en a tellement. Tu sais, c'est tellement facile. Moi, je parle à un parent, puis je vais être comme, mon ami est chanteur, ça fait pas d'argent, ça. Là, tu comme, mais là, après, t'écoutes plein de gens qui ont des carrières, puis qui ont du succès dans les arts, puis tout ça, puis c'est complètement possible. Mais justement, il faut les entendre, ces histoires-là, parce que c'est à force de les répéter puis de donner une voix qu'il y a plus de gens qui pensent que, wow, you gotta see it to believe it. C'est possible de le faire, tu sais, puis tu sais, même nous, tu sais, on essaie de déchiffrer de comment tu peux faire un living par le podcast. Ouais. Puis on est en train, tu sais, vraiment, ça commence à être avancé. Il y a eu un retard. Il y a un retard, évidemment, au Québec des podcasts, même au Canada, comparativement aux States, là-bas. Là, comme, maintenant, on peut le voir que tu peux avoir des gros contrats, là, des Spotify. Oui, mais au Québec, on a quelque chose d'absolument unique. C'est que les Québécois aiment consommer du contenu québécois. Oui. Fait que d'avoir, comme Matt Duff, qui était un exemple, que pendant la pandémie, il faisait un show live, taille, qu'il y a 100 000 personnes, il n'y a pas un Américain qui est capable d'avoir 100 000 personnes parce que c'est tout partagé. T'sais, fait que même un influenceur, moi j'ai travaillé beaucoup dans le monde des influenceurs, les influenceurs québécois qui ont vraiment là, comme une belle communauté, ils vont faire plus d'argent qu'un influenceur américain. T'sais. Puis le podcast, tu as raison que c'est un peu plus lent, mais c'est tellement plus intéressant pour un brand local d'être sur ton podcast où est-ce que les gens peuvent aller acheter le produit là, demain matin que d'être sur un podcast américain que les écouteurs sont tellement éparpillés que est-ce qu'ils ont accès à ton produit, tu sais? Fait que je dis, oui, l'effet local, ouais. Oui. Fait que, disons, La Cage voudrait travailler avec des podcasts, ils vont vouloir travailler avec des podcasts que les gens écoutent ici. Puis si on a la chance d'avoir des médias que, justement, qu'on est combien au Québec? 6 millions, quelque chose comme ça? 8? Mon père, il me donne ces informations-là, j'aurais écouté. Puis de ça, il y a beaucoup de gens qui veulent juste écouter du contenu québécois. Fait que évidemment, il y a moins de contenu québécois. Fait qu'on a vraiment cette chance-là que même, je te dirais, le talent canadien-anglais, malheureusement, c'est vraiment plus difficile parce que les gens qui consomment du contenu en anglais, ils vont consommer du contenu américain. Tandis que les Québécois, ils veulent écouter de la télé en québécois. Les Québécois, ils veulent écouter des podcasts québécois. Moi, j'écoute, disons, 5 podcasts américains puis 5 podcasts québécois. Fait qu'on s'entend que on écoute une très petite portion des podcasts américains, mais une grosse portion des podcasts québécois. Tu comprends? Comme par rapport au pourcentage de combien qu'il y en a. Donc, pour les marques, c'est sûr que ça s'en va vers ça. Mais je comprends, tu sais, c'est un learning curve. Puis des fois, avec TikTok, tu te fais dire, si tu as un podcast et tu fais pas d'argent, t'es cave. Tu sais, ça devient vraiment rough, là, un moment donné, de se faire attaquer comme ça. Mais tout le monde a un parcours différent aussi. Fait que des fois, tu écoutes la formule d'une personne, puis là, tu penses, OK, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais je pense qu'avec les médias sociaux, le secret, c'est vraiment comme d'y aller avec où est-ce que toi, tu te sens le plus authentique, le plus à l'aise, puis tu vas aller à partir de ça. Mais je pense que, tu sais, le fait que vous êtes consistent avec le podcast, le fait que vous faites la vidéo, qui est super important, mais aussi que vous commencez à vous présenter à des événements puis faire un peu du contenu plus interactif, live. Vous touchez un peu à tous les créneaux qui pourraient être intéressants pour des sponsors. T'sais. Non, ben, puis je le travaille en ce moment. Genre, j'ai une grande force dans la monétisation. J'ai appris à monétiser. Genre, nous, on a réussi à monétiser très jeune au début où est-ce que j'avais rien. Cool, sur YouTube? Ben, monétiser plus avec des sponsors, je dirais. Ah, OK. Parce que même YouTube, c'est dur. Ben non, en tout cas, pour moi, c'est dur. Ouais. Mais sinon, tu sais, IG, TikTok. Regarde, TikTok m'a fait découvrir la francophonie.
Ça, j'en parle beaucoup parce que quand un truc, tu sais, il y a un cap à la francophonie que tu peux avoir au Québec. Ouais. Mais admettons, ton contenu, il est francophone, fait qu'il peut, il a le potentiel d'aller chercher plus de monde. Il va s'en aller en France, en Belgique, dans les pays africains francophones, dans les îles francophones. Puis ça, j'ai découvert sur certains morceaux qui s'en vont viral sur TikTok. Puis ça m'a fait découvrir le marché francophone du monde. Où est-ce que, oh shit, les Québécois peuvent aller plus loin que juste le Québec. Ouais. Parce qu'on a cette perception que, tu sais, si tu fais... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont questionner est-ce que je fais du contenu en anglais parce que j'ai accès à les États-Unis puis le reste du Canada ou je le fais en français, mais français, c'est juste québécois. Mais je pense que la perception, c'est que oui, ça va rester québécois à cause de toute la culture qui vient avec. Mais admettons, les nouvelles plateformes, ben, tu sais, les plateformes qui ont évolué, surtout il y a cette accessibilité-là à la francophonie mondiale qu'on maintenant peut avoir accès. Puis je suis en train de réfléchir comment, tu sais, admettons, avec des marques, on peut genre bénéficier si on a une bonne présence en France. Parce que ce que j'ai remarqué, il va y avoir des artistes, il va y avoir des comédiens même, puis on dirait qu'ils ont du potentiel en France. Oui. Tu parlais de Taille. 100%, mais Taille est parti là-bas. Là. Mais oui, c'est sûr. Lui, il roule en ce moment en France, là, puis tu sais, c'est encore là. Les autres États francophones du monde, on dirait qu'ils ont quand même une curiosité pour le Québécois. 100%, mais même, tu sais, je veux dire, il y a des francos partout à travers le Canada, puis s'ils savent qu'il y a quelque chose de franco qui se passe, comme il y a un petit... Tu sais, ça te parle, là, tu sais, c'est ton... Tu sais, même moi... C'est drôle parce que dans mon bureau, je suis la seule quasiment qui parle en français, tu sais, puis ça fait bizarre, là. Mais c'est parce qu'on fait de la programmation anglophone. Mais ça me fait du bien d'aller écouter du contenu francophone, que c'est comme, ah, OK, c'est mon monde, puis je me reconnais là-dedans. Mais je pense que, ouais, c'est sûr que la place à l'étranger, parce que ils sont ouverts par notre storytelling puis tout ça, puis on est vraiment créatifs. Puis justement, le fait qu'on a tellement de diversité, puis on parle un peu de tout, on touche à tout, il y a un intérêt. Mais tu sais, c'est moi ce qui me fait tout le temps rire sur TikTok, c'est quand les Français, ils partent là, avec l'accent, là, ils capotent bien raide, là, tu sais. Ben, tu vois, moi, j'ai des commentaires que je vois, je sais quoi cet accent. Ou sinon, tu sais, regarde, nous autres, on a tendance à faire du franglais aussi. Mais oui. Hey, on se fait tellement ramasser par les Français. C'est quoi cette vieille langue-là? Genre, désabonnez-moi, je suis comme... C'est tellement cool, moi, je trouve qu'on est comme ça, parce que je trouve que c'est tellement unique. Tu sais, comme Sugar Sammy, il en parlait dans son humour, tu sais, il disait que ce qui est intéressant au Québec, c'est que les francophones, ils veulent tellement protéger la langue que souvent, ils n'apprennent pas l'anglais. Puis les Anglais finissent bilingues, tu sais, fait que c'est comme eux, ils sont avantagés. Mais dans le fond, on pourrait juste être tous bilingues, même trilingues. On pourrait facilement, là, tu sais. Puis c'est tellement une force, on pourrait être une communauté comme tellement forte par rapport à ça. Mais moi, j'adore le nombre de fois que je suis à Toronto ou aux États-Unis, puis je parle avec un ami, puis on switch. Un de mes bons amis, Mo Jeudi L'Amour, là, il est dans le show Ted Lasso, là, ça explose sa affaire, il est cool au bout. Mais nous, on parle tellement bilingue que les gens essayent de suivre, puis ils sont comme, l'homogénéité dans laquelle vous êtes flou me fait capoter, puis je suis comme, mais même moi, je trouve ça cool. Le monde aime ça. Ils écoutent ça, je suis comme, c'est quoi que vous parlez? J'ai compris à 50% ce que tu viens de dire. Oui, parce que c'est vraiment, on parle les deux langues en même temps, même que des fois, je me dis, au lieu d'être bilingue, je suis pas gender. Mais si je me demande, OK, j'ai-tu rêvé en français, en anglais, je sais pas. Mais essaye le trilingue. Moi, je suis trilingue avec ma femme. On est trilingue, les trois. Puis elle, tu sais, c'est comme parce... Regarde, tu t'as posé une question, genre, est-ce qu'il y a plus de latino-franco ou anglo? Majoritairement, je dirais que c'est plus des franco, les latinos qui sont ici. Cool. Puis les anglo, ben on dirait qu'ils sont très anglo-latinos. Ouais. Mais tu sais, comme ils parlent pas espagnol? Comme ils sont juste anglo? Ils parlent espagnol. Okay. Tout le monde va parler espagnol, mais admettons, ils parlent plus l'anglais. Ils vont tous savoir le français. Regarde, quelque chose qui est vrai puis qui peut être faux de l'autre bord, c'est que un latino anglophone, c'est un trilingue. Un latino francophone n'est pas nécessairement trilingue. Je pense que c'est beaucoup comme ça au Québec. Fait que moi, parce que j'ai grandi aux States, ma femme, elle vient des States aussi. Fait l'anglais est déjà intégré dans notre dialecte. Puis là, comme moi, c'était ma langue maternelle. Puis elle est quand même arrivée ici, adolescente, me l'a appris très vite à cause de son côté haïtien. Aussi, c'est une dominicaine haïtienne. Fait elle a appris très vite le français. Elle parle créole? Elle parle pas créole. OK. Mais elle est plus dominicaine, les deux. Là. 40%, mais elle est plus dominicaine. Fait sa langue dominante quand même, genre, à part l'espagnol, c'est l'anglais. Moi, ça l'a été, mais on dirait, je sais pas, maintenant, c'est rendu tellement que je suis fluide avec le français, avec le podcast, que français, mais aussi anglais. Fait que nous, quand on s'est connus, on s'est connus en anglais.
mais on parle espagnol, mais on parle le français. Ouais. Fait que maintenant, quand on parle, c'est ça, les 3 langues d'une shot, puis elle va... Puis je trouve ça cool pour les autres latinos qui sont comme ça, C'est tellement trilingues. cool quand tu as comme un ami depuis vraiment longtemps, qu'avec cette personne-là, tu parles juste en anglais. Comme moi, je suis allée à Bishop, fait que j'ai beaucoup d'amis qu'on se parle juste en anglais. Mais là, si un autre ami arrive qui est plus... Là, c'est comme ça, on change de... On a toute une autre amitié nouvelle en français. Yo, je te connaissais pas comme ça. C'est ça ton accent. C'est T'as une nouvelle amie. C'est tellement cool. Moi, j'ai une amie qui vient d'Espagne, puis elle parlait juste espagnol, puis elle est venue à Bishop faire un cours en business en anglais. Fait que là, elle a appris l'anglais avec nous. Puis là, on parlait tout le temps en anglais. Puis là, elle a décidé d'aller étudier law à Québec. Fait que là, elle a commencé à parler en français. Fait que là, on a comme eu 3 amitiés ensemble. Tu sais, elle, au début, qui commençait à apprendre, maintenant, elle est rendue trilingue, elle est vraiment bonne là, à apprendre les langues. Mais c'était drôle, même les expressions qu'elle a ramassées à Québec, c'était comme crampant. Tu sais, ils parlent vraiment un autre genre de Québécois, encore plus Québécois que Montréal, tu sais. Mais il y a quelque chose d'un phénomène derrière ça, parce que moi, mon anglais, j'ai grandi à New York. OK. New York, il y a une mentalité. La mentalité de New York, c'est pas la même que LA ou Miami. Mais non. New York, c'est New York. Fait il y a un genre de thug, il y a un genre de gangster. C'est comme New York gangster. C'est ça que moi, j'ai grandi. Faut survivre. Exactement. Hood. Je suis hood. Ouais. Mon anglais, il est hood. Ouais. Fait quand je parle français, puis contrairement quand je parle français, on dirait 2 personnalités différentes. Parce que mon anglais, c'est un hood. Oui, je comprends tellement. Puis le français, c'est un Québécois. Oui. Fait qu'on dirait que quand je chante, si je parlais en anglais, comme je te dis, je me sens une autre personne. Ah non, j'ai des amis philippins, puis c'est ça, tu sais, ils ont grandi comme à Châteauguay. Quand ils parlent en anglais, puis c'est comme chat, sender. Tu sais, ils sont comme. Puis ils parlent en français, puis c'est comme. C'est tellement vrai. C'est fou, mais c'est beau, tu sais, d'avoir ce mélange-là. Fait que, tu sais, moi, je vois dans les commentaires, le monde bâche le franglais. Il y a du monde, le gars, qui, tu sais, regarde, moi, je l'encourage. Comme, regarde, les personnes qui bâchent, qui sont québécois, sont à l'extérieur. Je suis comme, vous n'êtes pas prêts pour ça. Ouais. Moi, je les invite toutes. Va au métro. Va prendre le métro. J'envoie des commentaires négatifs, là, comme, yo, c'est quoi cette langue-là? Vous êtes en train de détruire notre culture. Je suis comme, yo, viens dans le métro, là, puis tu vas voir. Là. Mais tu sais, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à ça, c'est que c'est comme ton approche à la vie en général, d'être inconfortable quand. C'est comme si tu perds la tête quand tu es inconfortable, tu sais. Mais pourtant, de t'habituer à être inconfortable, on s'adapte, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu vas à un resto à Vancouver, là, puis la personne, elle parle juste chinois. Tu dis pas, ben là, ferme ton resto, tu me gosses. Tu sais, t'essayes de parler avec la personne, t'essayes de figure it out, puis sinon, ben tu vas manger ailleurs. Mais je pense qu'il y a quelque chose de s'habituer à être inconfortable, puis de voir, hey, on peut-tu essayer de communiquer ensemble au lieu de tout de suite rejeter quelque chose que tu comprends pas. Donc, si quelqu'un... Je marche dans le métro, puis il y a une femme... Moi, souvent, les gens me parlent en espagnol, je comprends pas, tu sais. Mais ça arrive, ils pensent que je parle espagnol, tu sais. Non, j'ai essayé Duolingo, puis là, je commençais à être bonne, je pensais, mais après, quelqu'un me pose une question, puis je sais pas. Es-tu en relation? Ah, non. Regarde, tu vois, il faut que tu parles un latino. Un latino, je vais apprendre la langue. Faut que tu parles un latino, là. Tu vas voir que... Mais si quelqu'un me pose des questions, on va dire comme en espagnol, c'est que soit tu capotes puis t'es comme je parle pas. Puis là, mais tu sais, voyons, on est des humains là, on est capable de trouver une façon de s'aider puis tout ça. Puis je pense que c'est comme dans n'importe quoi. Fait que de voir ça comme une opportunité au lieu de voir ça comme si tu parles pas ma langue, je veux rien savoir. Puis il faut voir aussi la relation, tu sais, vraiment les enfants qui parlent pas la même langue, mais quand tu les mets dans la même pièce, ils vont réussir à jouer ensemble. Ouais, ben oui. Moi, je me souviens quand les premières fois que j'allais à New York, je parlais juste français, puis j'avais 6 ans. Fait que là, j'avais un cousin qui parlait juste anglais, mais on jouait ensemble. Puis, je me souviens, ma mère disait comme ils savent pas, ils se comprennent pas, mais ils jouent ensemble. Puis je pense que on devrait être genre cette population-là où est-ce que tu comprends pas, mais on peut jouer ensemble. Ouais. Puis on va se comprendre. Ouais. Puis on va trouver un dialecte où est-ce qu'on peut communiquer. Puis... Tu trouves des façons. C'est comme quand j'étais à Los Angeles, il y a beaucoup de gens qui parlent qu'espagnol. Puis j'avais un monsieur qui habitait proche de chez nous, puis il venait tout le temps pour me parler, puis on se comprenait pas. Mais on a comme commencé à juste se dire bonjour. Puis moi, j'aimais ça regarder le coucher de soleil. Je suis inquiétée, hein? Mais j'aimais ça regarder le coucher de soleil. Puis là, il me voyait tout le temps faire ça. Fait que là, il regardait. Tu sais, c'est comme ça crée des moments tellement uniques qu'on peut se comprendre. Tu sais, quand même, j'ai habité au Mexique un petit bout pendant quelques mois. Puis il y avait un gars qui vendait des bracelets. Puis il voulait m'apprendre l'espagnol, tu sais. Fait que là, tous les jours, il venait s'asseoir à côté de moi. Puis là, il me posait des questions, puis là, il fallait que je réponde, puis on trouvait une façon de communiquer, puis c'était vraiment des highlights dans ma journée de juste essayer de comprendre quelqu'un, tu sais. Mais tu vois, regarde, une autre chose que tu pourrais faire pour améliorer ton espagnol, un outil fabuleux qu'on a, c'est Netflix, toutes les séries qui sont en espagnol. Ouais. Moi, je l'écoute, regarde,
encore là, c'est beau où est-ce qu'on est parce que finalement, guys, un gros shout-out au barber, vous savez déjà. Donc, en ce moment, la chasse est on point. J'ai pas fait de chasse pendant 3 semaines. Je suis allé au barber, puis quand je suis sorti là, je suis comme, oh my God, c'est qui cet homme-là? Je me filais encore une fois. Mais c'est ça que ça fait un effet, puis ça fait un bon barber. Mon thérapeute aussi. Quand tu veux parler, tu vas chez le barbershop, puis si vous voulez chercher un barber, shout-out à Prestige qui est à Terrebonne, près du boulevard des Seigneurs. Vous êtes à Mascouche, Laval, Rive-Nord, n'importe où. Encore une fois, allez chez Prestige. Vous allez me croiser, puis on va faire un podcast au barbershop, c'est ça qui va se passer. Donc, shout-out au barber, toujours là pour faire la différence pour des têtes comme les miennes. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour retourner encore une fois à ce super podcast avec Ariane, son énergie est malade? Let's go, guys. Thanks. Dans le monde latino, l'accent espagnol, il se fait ramasser. Il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas à cause de comment ça parle. D'Espagne. L'accent, exactement. L'accent espagnol, exactement, ouais. OK. Fait à cause qu'il y a comme c'est comme un accent où est-ce qu'il y a quelque chose dans le cul. C'est comme hautain. Genre, on pourrait dire. Mais tu sais, il y a une histoire qui vient derrière parce que un des rois, il parlait avec un lisp. Ouais. Puis fait que pour pas se rire du roi, mais toute la population le copiait, puis c'est devenu ça l'accent espagnol. Quelque chose. Tu vas voir, c'est... Fait que quand tu comprends tous les accents espagnols, vraiment en Amérique latine, puis que celui-là, tu vas voir que lui, il est très différent. Mais depuis Netflix, je l'écoute, puis je l'admire, je l'aime. Moi, j'aime ça parce que c'est du français comme de France, mais en espagnol. Il est chiant, mais il y a quelque chose que... Disons plus. Parle-moi de ton slang. Je comprends. Il y a des slangs super drôles, là, comme que, tu sais, les insultes. que les insultes en espagnol, une que tu dis là-bas, puis tu le dis en Amérique latine, ça veut dire le contraire. Puis comme, moi, quand j'apprends ça, je suis comme, the fuck? Moi, j'étais fait une amie au Mexique, puis elle disait tu dis no mames, genre, dans toutes les situations. Puis là, mais je suis comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis elle dit, ça veut dire don't suck. Puis là, je suis comme, that's so funny. Like, comme dans le contexte de n'importe quoi, t'es comme, don't suck. Mais je comprends ce qu'elle voulait dire, comme, sois pas plate ou quelque chose comme ça, mais c'est que tu peux le dire dans tellement de contextes. Mais la façon qu'elle me l'a traduit mot pour mot, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est parfait, là. Mais tu sais, il y en a un gars, ça, c'est un terme vraiment espagnol, puis... Si tu connais pas ce que j'ai appris à comprendre, mais c'est comme t'es en train de me toucher les couilles. Tu sais, vraiment, il peut y avoir un contexte sexuel en Amérique latine. Ouais. Tu es en train de me toucher les couilles. Ouais. Comme ça sonne sexuel. Ouais. Mais en espagnol, en Espagne, ça veut dire yo, t'es en train de me gosser en ce moment. Ben oui. Genre, t'es en train de t'es en train de faire suer. Mais ça, c'est très imagé souvent. Mais Québécois aussi, on a beaucoup qui c'est tellement imagé que c'est comme. Si tu le traduis pour mot, t'es comme, ben voyons donc, ils disent ça dans un contexte, genre, on dit ça dans la rue normale, mais ça fait du sens dans... C'est comme si you're expressing a feeling, genre, tu sais. Fait que les Netflix en espagnol, t'écoutes ça. L'Espagne, je trouve ça c'est cool. Les Mexicains, c'est comme le standard. Ouais. Les Colombiens sont forts aussi. Ouais. Mais tu vois, c'est tous des accents un peu différents. Il faut que tu choisis ton accent, puis choisis-le. Genre, moi, je pense que, shout-out aux Colombiens, mais ils doivent avoir le meilleur... espagnol. Il est propre, il est respectueux. Ils vont t'envoyer chier en te vous voyant. C'est intéressant. C'est quoi l'histoire derrière ça? Je sais pas. Celle-là, je le connais pas. Ouais. Je sais juste que, tu sais, comment passer tout. Ils vont vous voyer beaucoup. Ouais. Mais comme je te dis, ils vont t'envoyer chier en vous voyant. Ça va être cochon en te vous voyant. Mais tu sais, qu'est-ce qui est tellement cool? Parce que j'ai beaucoup d'amis latinas, puis ils se connaissent pas. Puis là, comme justement, on était au New City Gas pour un truc de Grand Prix l'autre fois, puis mon amie qui est colombienne, elle est comme, j'ai pas vraiment d'amis latinas à Montréal. Puis là, je suis comme, laisse-moi te présenter. Puis là, je présente au début, c'est froid. Puis après, just to see them, like, connect, il y a comme l'excitation, puis c'est quasiment comme si t'as l'impression que tout le monde se cache un peu dans leur communauté, puis là, ils fit in, tu sais, comme dans l'anglais. Puis là, quand ils voient quelqu'un de leur communauté, là, comme ils trippent, là. C'est comme s'il y a une fusion, là. Fait que je pense que de rendre ça plus mainstream, ou est-ce que, tu sais, c'est pas comme si on va aller parler en espagnol en cachette là-bas, pas devant les autres, tu sais, que ça devient quasiment plus... Mais tu sais, moi, qu'est-ce que je dis à tout le monde de la communauté, tu sais, parce que l'affaire, comme je trouve une des faiblesses des Latinos, c'était beaucoup orienté à cause de la communication, que les Latinos ont parlé espagnol entre eux. Fait que l'affaire, c'est que quelqu'un comme toi qui parle pas ou comprend pas, ou vraiment, tu sais, vraiment avec une grande barrière... Exactement, tu es alienated, puis tu vas pas engage dans ces conversations, tu vas passer à d'autres choses.
Fait que, tu sais, moi, j'aurais dit, tu sais, vraiment, si on veut s'ouvrir aussi, si on veut se faire accepter, puis tu l'as dit, le mot-clé, ici au Québec, le produit québécois il veut se faire entendre, connaître, consommer. Tu sais, c'est le message que je disais à tous les Latinos, commencez à faire votre contenu en français. Au pire, la chanson va être en espagnol, puis après, on peut la tu suivre. as des mots qui rentrent, puis tu sais, il n'y a rien de plus fun aussi, tu sais, fois tu fais une interview en anglais, puis ils te lancent comme du québécois dedans, puis t'es comme, oh, tu sais, genre, c'est cool, mais au moins les gens sont capables de suivre encore d'une certaine façon. Il y a un effet aussi très, très unique quand tu vas en voyage, c'est quelque part très random, il y a comme toujours un Québécois. Toujours. Il y a toujours un Québécois. Toujours. Là, tu commences à parler en anglais. ouais, t'es comme, fuck, là, je peux pas parler. Fait que moi, je suis avec ma femme, puis OK. Ah non, mais le nombre de fois, moi, que je prends un taxi, comme je suis allée à New Orleans, puis là, on parle en français dans le taxi, c'est un haïtien. Tu comprenais tout ce qu'on dit, tu penses, là, that you're getting away, là, mais non, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, mais aussi, ce qui est le fun avec le contenu, c'est que tu peux facilement faire du contenu en espagnol, puis là, tu mets des captions ou, tu sais, t'alternes, fait que les gens, ils ont l'impression qu'ils sont capables de suivre la conversation, mais d'apprendre aussi, puis que ça soit sans que tu sais, qu'on ne dit pas parler dans tes mots non plus, là. Tu sais, parle en espagnol, mais je comprends ce que tu veux dire. Fais ta musique en espagnol parce que c'est là que tu vas chercher le rythme. Mais tu sais, communique, présente-toi, tu sais, vraiment comme du contenu, médias sociaux. Faites-le en français parce qu'il y a eu comme un scandale dernièrement et tout le monde parle espagnol, mais il y en a un qui s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais le faire en français. Bah, that's it, parce que là, j'ai des amis africains, blacks, qui sont comme, oh shit, finalement, je peux comprendre le scandale derrière ça. Moi aussi, je veux rentrer dans ce scandale-là. Puis je pense que c'est exactement ça, cette ouverture-là va permettre les Latinos à... Qui veulent parler du scandale, ils veulent pas faire partie du scandale. Non, ils veulent ils veulent dans la conversation, genre? Oui, ils veulent comprendre c'est quoi. Ah, c'est ça, genre, tu sais, en espagnol, c'est chisme, c'est comme le gossip, là. Ouais. On va comprendre c'est quoi le gossip. Ah, ça, on aime tout ça, là, tout le monde. Là, si vous dites en espagnol, les autres peuvent pas comprendre, peuvent pas embarquer. C'est drôle que tu dis ça parce qu'on va dire comme, tu sais, l'histoire de Shakira puis son mari qui l'a trompé. Là, je me retrouve à regarder plein de vidéos en espagnol. Comme, laisse-moi suivre le chisme. Qu'est-ce que tu dis? Là, tu lis les commentaires, puis Instagram te permet de genre traduire, parce que c'est le fun de savoir, c'est les gens que c'est leur communauté, là, comme Bad Bunny puis Kendall. Là. Puis là, tu veux lire tous les commentaires en espagnol des gens qui sont fâchés. Tu vois, la prochaine fois, tu vois tes amis latinos, va leur demander c'est quoi les chismes. Chisme. Raconte-moi des chismes. Okay. Je vais demander. Ça, c'est un gars. Chisme, les latinos sont reconnus pour être des gossipers, des achismiar. Ça, c'est vraiment la personne, c'est vraiment le pronom, je pense. Pronom, fait que tu leur demanderas ça. J'adore. C'est quoi les chismes? Ils vont rire. Puis dis-moi là, c'est quoi les daz? Mais non, super cool. Fait que je trouve que vraiment cette ouverture-là à toutes les cultures, c'est une belle chose qu'on a ici à Montréal. Ben oui. Puis il faut l'exploiter. On peut tellement monétiser. Les créateurs de contenu, vraiment culturels ici, il y a tellement de monétisation à faire. Ben oui. C'est ridicule. Mais parce qu'on a de tout, mais aussi, c'est qu'il y a des gens, justement, que leur famille a déménagé quelque part, puis là, ils sont plus rattachés à leurs racines. Puis à travers les podcasts, à travers suivre des gens de leur communauté, ça leur permet de reconnecter avec ça. C'est vrai. Moi, le nombre de fois que je tombe sur un TikTok, que je pense que c'est des Américains, puis que là, il dit une phrase en français, puis là, je suis comme, attends, là, sont-ils à Montréal, genre? Puis de plus en plus, tu sais, avec JFL, justement, je cherche des créateurs de contenu anglo-locaux. Puis j'en ai trouvé beaucoup, mais c'est que tu commences à checker, puis vraiment, ils vont glisser un mot en français que t'es comme, c'est sûr que c'est des Montréalais, puis t'es comme, wow, on a tellement du monde qui blow up sur les plateformes, mais on les connaît. Tu sais, on a les plus gros magiciens du monde en ce moment, ils sont aux États-Unis, c'est des Montréalais. Mais il y en a plein. Il y a tellement de Québécois quand tu l'apprends. On est dans tout, là. Mais comme, regarde, check, là, 2 invités, j'ai eu un invité, tu sais, c'est comme, je check son IG, tu penserais qu'il vient de Toronto et des States. D'où il vient d'ici, c'est un Asiatique. C'est keywords, en plus, je le taquinais sur ça. C'est keywords, c'est tall, tatted Asian guy. C'est un mannequin? Ben, regarde, le dude, il fait genre 6 pieds 2. OK. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un Viet en plus. Wow. Fait que les Viets sont considérés assez short. Ouais. Lui, il fait 6 pieds 2. Ouais. Puis il est tall, Asian, tatted. Ouais. Tu peux rajouter OnlyFans en plus, là, comme ces keywords, là, juste pour mettre un peu exotique. Mais justement, tu vois, parle français, mais on l'a fait en anglais au complet. Mais non, mais parce que moi, j'ai des meetings avec les execs américains qui sont comme, on veut amener les plus gros influenceurs à Montréal. Puis je suis comme, on en a
tellement de gros... ici. Comme quand je travaillais avec la NFL, je travaillais avec eux, puis ils me disaient « Ah, vous n'avez pas au Québec des gens qui ont 100 000 abonnés? » Je suis comme « Mais tu me niaises, là? » Comme on en a énormément. Je pense qu'on est où est-ce qu'il y en a le plus, justement, parce que les gens suivent des créateurs locaux, mais aussi, comme tu dis, il y a plein de créateurs qui sont sûrement connus plus en dehors du Québec qu'ils le sont au Québec. Il y a un nouveau humoriste en ce moment. Son nom, c'est Aaron Belial. Puis il vient de Montréal, OK? C'est quoi? Puis le gars, il est mute. Puis il fait tout son humour à travers son téléphone. Fait qu'il écrit la joke, puis c'est le téléphone qui le dit. Il vient de faire America's Got Talent. Il y a eu le Gold Ticket. Il vient de faire Kill Tony, qui est comme un gros show de roast. Mais il vient de Montréal. Comme t'es comme yo, that's crazy. C'est tellement créatif, mais ça. Oui, c'est vraiment fou. Siri, là, qui fait genre toutes tes jokes. Ouais. Comme si tu sais, des fois, on pense il n'y a pas de monde ou le monde ne font pas des trucs cool. Comme, honnêtement, là, si tu vas t'asseoir à un café puis tu commences à parler à 3-4 personnes, il y a tout le monde il y a tellement du monde intéressant qui ont fait des projets trippants. Là. Mais justement, le podcast, ça te permet aussi de découvrir ça. Là. C'est cool, tu sais, aussi encore là. Moi, je suis allé vers un modèle où est-ce que je voulais pas nécessairement aller chercher des personnes qui, vraiment, qui ont des... Tu sais, oui, c'était du cloud, fine. Ouais. C'est cool, c'est toujours cool de gossip. Mais je trouve aussi découvrir d'autres personnes, tu sais, vraiment que ils ont des personnalités de feu, mais c'est juste pas genre... Mais moi, ce que je dis pas souvent, une grosse plateforme de tout le temps être sur social media. Si tu veux pas nécessairement la personne qui est super populaire, genre, tu veux la personne qui est, elle, à follow. Parce que tous les gens qui sont super populaires sont comme inspirés par du monde qui sont vraiment comme out in the grind creatives. Tu sais, comme moi, je trouve que les gens que moi, j'aime le plus, les médias sociaux qui me font tellement rire, souvent, ils n'ont pas tant d'abonnés. Mais là, des fois, à cause de TikTok, ils vont comme un de mes amis, Ryan Sullivan, il est comme... chaque fois que je le mets dans mon TikTok, tout le monde est comme, c'est mon préféré sur TikTok. Le gars, ça fait 10 ans qu'il crée du contenu, puis qu'il avait comme 200 views, là, puis il s'en foutait. Puis il postait tous les jours, Okay. Puis là, ça explose, puis je suis comme, tant mieux. Mais tu sais, comme... C'est drôle parce que des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que lui vont l'arrêter dans la rue et dire « Ah, toi, t'es tellement drôle! » Tu sais? Okay. Fait que moi, souvent, je trouve qu'il y a ça. Mais comme tu dis aussi, c'est que c'est de voir des histoires relatable. Puis souvent, les gens qui ont déjà la caméra sur eux, on l'a entendu leur histoire 1000 fois puis on ne relate pas nécessairement. Ouais, c'est découvrir. Mais c'est justement ça qui est cool. Moi, ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes. Quand, mettons, j'ai eu quelqu'un aussi dernièrement qui n'a pas grosse plateforme, mais personnalité de feu. Puis quand elle est venue ici, elle a fait du feu. Ouais. Là, tout le monde est comme, yo, c'est quoi cette personnalité-là? Ouais. Puis, tu sais, Charlotte et Caroline, tu sais, c'est une courtier immobilière. Puis encore là, j'ai découvert une personnalité. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit comme, yo, cette femme-là, là, est fierce. Ouais. Tu sais, elle a du raw, mais encore là, elle n'a pas genre les... Mais en même temps, pas tout le monde est comme... C'est ça aussi, tu sais, l'idée que tout le monde, il faut qu'il soit une vedette. Tu sais, c'est comme il y a d'autres façons de t'exprimer dans la vie. Puis justement, tantôt, au début, on parlait de l'ego versus de comme être authentique envers toi-même. Elle s'exprime, elle, dans sa vie de tous les jours. Là. Elle n'a pas besoin d'une caméra. Tu sais, elle est capable d'être elle-même. Moi, j'en ai des amies de même, là, tripantes, là, que sont tellement le fun à être autour, mais c'est pas celle qui va se lever puis se filmer. Tu sais, j'enlève rien à ceux qui le font, mais comme tout le monde, chacun son truc son là swag, aussi. son Mais je pense vibe. que c'est vrai que c'est le fun quand tu les amènes dans une atmosphère où est-ce qu'elle peut juste rayonner puis elle n'a pas besoin de penser à comment... C'est toi qui s'en occupe. Puis il y en a du monde qui rayonne, genre, parce que tu vois, dans le fond, il faut juste, genre, trigger les bons boutons, dans le bon moment, les bonnes questions. Ouais. Puis, tu sais, dans le côté médias sociaux, podcast, mais c'est avoir le bon clip aussi. J'ai juste besoin d'un clip, là, qui va aller... poup! Mais je pense aussi c'est qu'il faut des tastemakers, justement, pour ces gens-là qui vont pas nécessairement travailler fort pour se bâtir une plateforme parce que ça leur parle pas vraiment, mais que quelqu'un qui comme moi, qui fait de la programmation, que ce soit dans des festivals, que ce soit à la télé, il soit, OK, cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas plus de... Mais je sais que ça va être vraiment bon si on l'amène. Tu sais, comme c'est ça aussi, faire de la production. Parce qu'à un moment donné, juste aller choisir c'est qui est populaire, tout le monde qui a le faire ça. Mais allez vous montrer, hey, moi, je vais vous présenter 5 personnes aujourd'hui, puis moi, ces personnes-là, je tripe sur. Ça, c'est being a tastemaker, that's being a curator. Puis il ne faut pas perdre ça non plus. Tu sais, je pense que beaucoup maintenant, avec les médias, ils tombent un peu dans qui est populaire. Tu sais, moi, je me suis déjà fait inviter comme experte dans des sujets à radio, des trucs de même, puis j'étais comme, j'ai zéro rapport. Tu sais, comme, genre, c'est vraiment parce qu'ils ont vu mon nombre d'abonnés. Tu sais, puis je trouve ça con, puis c'est moi. Tu sais, fait que je trouve que c'est vraiment important que quand tu as une production, justement, de choisir avec qui tu veux parler over
le nombre d'abonnés. Puis je dis pas le nombre d'abonnés, ça veut dire qu'ils sont plates ou que rien, ça n'a pas rapport. Mais c'est que si les gens écoutent déjà ton podcast, comment tu peux les introduire à des gens que toi, you put your stamp of approval. C'est pas le contraire. Oui, non, exactement. Bien dit. Tu as bien décrit comment je le vois aussi. Ou est-ce que c'est des personnes qui m'intéressent? Puis je vois déjà une relation. Fait que je pense que j'ai une certaine personnalité. J'amène cette personnalité. On clash dans les personnalités. On s'en va dans des trucs. Juste là, on a eu genre un bon échange. Puis le monde, ils vont voir. C'est comme, oh shit, c'est super cool, cette fille-là. Vraiment, elle a fait ça, ça, ça. Puis fait que moi aussi, peut-être je suis dans. Ouais. Je suis convaincu que toi, tu vas inspirer certaines personnes. Je peux déjà le voir. Je connais mon audience, comment je vois les commentaires des fois. Puis il va y avoir des personnes qui y passent. Puis je reçois des commentaires après, yo, cette personne-là... Écoute, j'espère, mais tu sais, moi, je pense que les gens, ils doivent juste croire en eux puis comme s'inspirer eux-mêmes. Tu sais, un moment donné, je pense que, tu sais, on l'a vu là, avec le cancel culture puis tout, c'est comme... C'est beau de trouver des gens qui font des choses qui te parlent, mais c'est vraiment, tu sais, toi-même d'être dans la bonne direction. Parce que, tu sais, par exemple, souvent, les gens, ils sont impressionnés par quelqu'un juste parce qu'ils ont des abonnés. Des fois, il y a du monde qui m'arrête dans la rue là puis dit « J'adore ce que tu fais. » Puis qu'est-ce que je fais? Tu sais? Puis ils sont pas vraiment capables de me le dire. C'est comme t'aimes le sport, me semble. Je suis comme, ouais. Mais tu sais, c'est fin, là. Merci de me dire ça. Mais dans le fond, tu dis n'importe quoi. Tu sais, comme t'admires quelqu'un, pourquoi? Parce que des abonnés, c'est vraiment stupide, là. Tu sais, comme dig un peu deeper, là, de genre, qu'est-ce que t'admires de cette personne-là? Comme moi, j'aime le mot expander. Puis dans chaque aspect de ma vie, j'ai des expanders, comme des gens que je trouve qui s'expriment, des gens qui s'acceptent comme qu'ils sont, des gens que leur couple, je l'admire. Tu sais, il y a comme plein de trucs comme ça. Là, je vois comme ça, mais je prends quelque chose de tout le monde. Tu sais, c'est pas comme cette personne-là, à mon avis, est parfaite, puis je veux être comme cette personne. Tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup avec ce monde-là d'influenceurs. Puis ça, les gens, ils tombent sur un role model, puis deviennent comme obsédés avec ça au lieu de comme créer leur propre... Tu sais, soit ton propre role model, là, tu sais, puis... L'authenticité, ça marche. Ça paye. Justement, avec des brands. Là, comme... Puis ça, si je prends un brand encore là, moi, mes brands, ça m'arrive de déconner aussi des fois, mais ça fait partie de la personnalité. Puis c'est exactement ça. Je pense que mon côté qui déconne des fois, ben, je veux le mettre de l'avant parce que je veux que vous pouvez le connaître puis l'accepter. Puis si vous ne l'aimez pas, ben ciao, bye. Mais j'adore que tu dis ça parce que moi, mon côté qui déconne, c'est sûrement mon côté qui est le plus moi, mais que j'ai de la misère à mettre sur les médias sociaux parce que je suis un peu comme... Pas que j'ai peur que mon boss le voit, c'est mon contraire, c'est moi, j'ai de la misère à l'écouter après. Je suis comme, tu sais, moi, je niaise tout le temps que je dis, Ariane sur Internet, je la connais pas, là, c'est une autre fille, là. Tu sais, on est deux différentes personnes. C'est wack, ouais. Mais je trouve que un truc que moi, j'ai appris, tu sais, quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'entrepreneur, j'avais été barmaid au Tokyo pendant 10 ans. Puis j'ai jamais caché. Au contraire, je me suis tellement fait de connexions, j'ai tellement trippé. Mais des fois, il y a du monde qui allait écrire dans des commentaires, c'est juste une conne barmaid, elle, on s'en fout, tu sais. Puis j'étais comme, mais moi, j'ai pas honte de ce côté-là. Moi, j'ai jamais caché ce côté-là de moi. Ensuite, tu sais, quand j'avais ma business à Overground, genre, je suis une femme d'affaires, j'ai des meetings avec, tu sais, les têtes des grosses compagnies, la Cash, BRP, mais je poste toutes mes niaiseries sur mes médias sociaux. J'ai jamais caché, tu sais, je suis comme un livre ouvert. Puis eux, ils vouchent pour ça. Puis, tu sais, un peu, ça m'a dit, wow, je peux être exactement qui je suis sans avoir l'impression qu'il faut que... Tu sais, c'est drôle, même à ma job, je pense que je suis une des seules qui n'a pas un Instagram privé, tu sais. Puis chacun son truc, là. Je dis pas qu'il faut ou qu'il faut pas. Mais des fois, les gens, cette idée qu'ils doivent se cacher la vraie personne qu'ils sont, c'est eux-mêmes qui se mettent cette boundary-là. Tandis que quand tu le dépasses, tu es comme « Ah, mais moi, ça, j'aime ça. » Puis j'aime ça m'exprimer là-dessus. Puis ça, c'est... Tu sais, genre, l'autre fois, j'essayais de convaincre mon boss de jouer au spikeball, là. Puis il trouvait ça vraiment gênant pour moi, là. Puis il était comme... Ça n'a pas rapport, le spikeball, c'est loser. Puis je suis comme, non, c'est tellement le fun. Mais c'est comme aussi simple qu'une pensée comme ça, de te battre pour ce que tu crois puis ce que tu aimes. Puis chaque fois que tu t'exprimes puis que tu es un peu plus goofy puis que ci, que ça, puis que le monde nous dise, ah non, je t'aime pareil. Ben là, ça te fait sentir tellement mieux, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux que tu puisses voir que les stupidités, même la manière de penser, est conne. Oui, je suis comme ça, mais je suis comme ça en vrai aussi. Quand tu vas me voir en vrai, tu vas voir la même personne, fait que tu peux continuer genre à vibe. Puis ça, je pense qu'il en manque aussi. Il y a beaucoup de personnes qui en manquent de cette énergie-là, d'authenticité. Soyez vous-même. Mais on se perd un peu. Tu sais, c'est facile aussi de reproduire ce qu'on voit au lieu d'essayer de quoi moi j'ai le goût de parler ou de ci, de ça. Ou tu sais, je pense aussi, tu sais, comme que ce soit dans le contenu ou quoi que ce soit, tu es comme, OK, ça, c'est le trend. Ou, tu sais, est-ce que tu veux être comme un trendsetter ou est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu aimes des médias sociaux? Ah, j'aime ça. Pensez à de quoi? Puis le filmer, puis le poster, ça me fait triper. Ou est-ce que tu aimes copier des trends? Ou,
tu sais, mettre des hashtags. On s'entend que je pense pas que personne est comme... Mon trip des médias sociaux, c'est de mettre des hashtags. Tu sais, je sais, il y a personne qui aime ça. Tu sais, fait que c'est un peu ça aussi, des fois, c'est difficile de pas se perdre un peu là-dedans, puis c'est comme, OK, non, mais moi, je vais faire le truc que j'aime, puis je vais me focusser là-dessus, puis si ça paye, puis si ça paye pas. Mais c'est pas grave, parce que je l'aurais fait anyway, parce que j'aime ça faire ça. Tu sais? Mais je pense que, comme tu dis, niaiser, puis tu sais, c'est comme si, un moment donné, les podcasts, c'est tout devenu genre sérieux. Puis là, on parle de trucs sérieux. Mais t'es comme... Moi, j'écoutais souvent des podcasts comme vraiment sérieux sur comme l'improvement puis tout ça. Puis un moment donné, je parlais avec une psychologue, puis elle me dit « Ça te stresse, là? Écoutez ça! » J'écoutais des podcasts qui est comme « If you're not happy, it's your fault. If you're not millionaire, it's your fault. » Puis là, j'étais comme rendu vraiment... Tu sais, comme toutes les c'est inspirant des fois, mais des fois, t'es comme... C'est lourd, hein, tu sais? Puis j'ai commencé à écouter un autre podcast, c'est comme deux bros en Californie qui sont juste being bro, puis tout ce qu'ils disent, c'est vraiment... Puis ça me calme, là, puis ça me fait tellement du bien. Puis je suis comme, des fois, t'as besoin de toutes sortes de contenu. Tu veux pas tous les posts de télé sur la même chose. Il faut un peu de tout, là. Il faut un peu de tout. Ouais. Non, super cool. Regarde, c'est quoi qui s'en vient en ce moment, genre pour, admettons, JFL? Y a-t-il des nouvelles en particulier? Là, on sait déjà, guys, l'été, ça, c'est le focus principal. Ouais. Puis je veux le voir, je vais être présent. Ben oui, du 14 juillet au 29, c'est nous qui take over la place des festivals. Donc, bien sûr, il y a la programmation traditionnelle, genre Nasty Show, For the Culture, qui commence à partir du 14. Ça, c'est comme des shows qui roulent pendant 10 jours. Là. Fait que tu as vraiment la chance de les voir, puis c'est vraiment des shows le fun. Ouais. Ensuite, on a Off JFL qui commence en même temps, puis Zoo Fest, où est-ce que tu as un mélange de shows locaux, des shows plus underground, du alt, les prochains visages de l'humour que tu vas les voir aujourd'hui dans une petite venue genre Café Cléopâtre, mais que dans 5 ans, c'est bon faire le Centre Bell. Okay. Ensuite, on a bien sûr la programmation traditionnelle, tous les gros shows qui s'en viennent. Donc, puis tu sais, je vous invite à suivre sur les médias sociaux. On va faire des trucs vraiment le fun avec des créateurs locaux. C'est là-dessus qu'on travaille. Donc, j'ai vraiment hâte. Moi, c'est mon premier été. Ça fait 2 mois que je suis là. Donc, j'ai hâte de voir l'impact que je vais pouvoir avoir par rapport à ça. C'est très récent, mais c'est tellement cool qu'on a ça ici. Valorisant. Non, c'est cool. On est fiers. Ben, je suis content pour toi, puis je pense que tu amènes une super énergie à cette équipe-là. Là, puis juste à entendre les projets, je suis optimiste pour l'avenir. Tu sais, vraiment que j'ai choisi de peut-être faire du podcast, du contenu, du long form, même donner l'accès à d'autres personnes qui le fassent. Tu sais, shout-out à Byron qui est derrière nous aujourd'hui, c'est le producer, mais lui, il a son show, il a enregistré hier, j'enregistre là, puis il y en a d'autres qui s'enregistrent. Le nombre de fois que j'entends quelqu'un dire comme « Ah ben là, il est trop tard pour un podcast, il est trop tard pour un... » Il est jamais trop tard pour créer ta propre voix. Comme je te dis, il y a des podcasts qui existent depuis 1 an puis que là, ils sell out. Là. Comme, tu sais, il y a des gens qui ont commencé à poster. Matt Rife, c'est un super bon exemple. C'est un humoriste. Il postait, là. Il faisait tout pendant 10 ans. Puis c'est en 1 an que ça a complètement explosé. Puis là, il fait des pubs avec Ashton Kutcher. Tu sais, je veux dire. Puis je pense que c'est la même chose localement. Maintenant, les plateformes, justement, ils poussent que du contenu. Si c'est bon, ça peut devenir viral overnight. Là. Puis il y a vraiment, je pense, de la place pour toutes sortes de voix. Les gens, ils veulent se voir dans le contenu, tu sais. Donc, je pense que c'est juste le début, honnêtement. C'est un bon début. Puis, tu sais, merci aussi encore pour, je pense, que pour la culture latine. C'est super nice. J'ai encouragé tous les Latinos, guys, à aller voir ça. Montrez-le à GFL qu'on est capable. Oui, présentez-vous. Les Latinos peuvent se sold out des places. Ah non, je le sais. Juste sur les médias sociaux, c'est comme chaque fois qu'on poste sur Flotico, ça explose. En plus que les plus grosses choses, comme j'adore, mais je pense que l'ambiance, moi j'ai tellement hâte à ce show-là, je pense que ça va vraiment être le fun. En plus, on se pouvait venir. C'est juste l'horaire, un peu dur à savoir, mais on a une discussion pour qu'ils viennent. J'adore. Ariane, ça fut un plaisir. Merci, ton énergie était super. Cool. J'adore, puis je te souhaite vraiment endeavors, go above and beyond, over the boundaries, sois toi-même. Puis amusons-nous, regardez, je pense qu'on est dans une bonne direction. L'été commence bien, on va avoir du fun cet été. Oui. Hey. Yellow Sea Podcast, guys. Woo. Let's go.